on va parler du logement ce matin pendant quelques heures, 2 heures maximum. On est là jusqu'à midi ensemble. Un débat qui, je l'espère, sera bienveillant et agréable ensemble. On va commencer par une présentation de Louis Brigand, qui est géographe, spécialiste des îles, qui va nous présenter la situation. Ensuite, derrière moi pour l'instant, vous les voyez, nous avons un certain nombre de représentants, je citerai tout à l'heure, que je vous présenterai au moment du débat, qui vont chacun exposer des solutions, puisque nous sommes ensemble pour parler des solutions autour du logement sur les îles. On terminera par 2 témoins qui vont nous livrer un petit peu leur ressenti sur ce qui aura été dit et nous parler également de la situation aux îles de la Madeleine. Ce sera pour terminer. Vous pourrez poser des questions pendant toute la durée du débat. Je vous invite à lever la main. Alain qui est ici viendra vous tendre un micro. On a un timing serré, donc voilà, c'est des questions à poser, pas forcément des témoignages de votre part, je m'en excuse, il y aura peut-être d'autres lieux pour le faire, mais si on veut pouvoir aller au bout des 2 heures et évoquer ensemble toutes les solutions passionnantes qui seront proposées, je vous invite donc à être court, bref et efficace. Il y aura également des dessins de Nono que vous verrez ici. Nous, hélas, nous ne les verrons pas forcément en même temps que vous, donc si vous rigolez, vous nous dites pourquoi, ce sera plus simple. Merci, donc je laisse la parole à Louis Brigand pour nous faire une présentation. Donc on m'a demandé en une vingtaine de minutes de présenter la question du logement et des îles. Alors en 20 minutes, il ne faut pas se faire d'illusions, hein. Ça va être un raccourci des problèmes qui peuvent se poser, de quelques données qui sont d'ailleurs parfois discutables sur le plan de la statistique. Je voudrais aussi remercier les gens que j'ai enquêtés. J'ai fait quelques enquêtes même avant de préparer ce diaporama et qui ont aimablement répondu à mes questions, et puis tous les Iliens avec lesquels très régulièrement on discute de ces problématiques qui sont au cœur des préoccupations des insulaires. Alors vous connaissez peut-être le Monopoly de la Bretagne. Sur le Monopoly de la Bretagne, vous avez le diaporama, il apparaît ? Oui. La rue de la Paix, c'est Belle-Île-en-Mer. Voilà, donc ça veut dire quelque chose. Mais qu'est-ce qui se joue actuellement sur les îles ? C'est pas un jeu, au contraire, c'est une situation qui, comme on va le voir, est tendue et compliquée et qui implique bien sûr la recherche de solutions spécifiques. Alors vous avez tous fait comme moi, on a vu déjà tout à l'heure sur les panneaux qui sont à l'entrée. Là vous voyez cette maison de 2 pièces qui est quand même une cabane à 85 000 € à l'île de Groix. Et vous avez aussi, c'était avant-hier sur le Figaro, sur le site du Figaro, maison au bord de mer avec jardin sur l'île des Diques à 840 000 €. Donc c'est inutile de continuer sur ce registre, on connaît ça, c'est le quotidien des îles. Alors après, il y a eu, et c'est très bien, depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, la presse s'est emparée de ce sujet-là. Par exemple, dans Le Monde, du 1er juillet, contraint à l'exil, on parle d'une Belle-Îloise qui est obligée de rentrer sur le continent. Il y a d'autres des exemples de ce type-là qui montrent jusqu'à quel point le problème peut aller. Et puis il y a aussi des collectifs de jeunes essentiellement qui se sont montés sur plusieurs îles et qui interrogent et questionnent chacun par rapport à cette problématique-là. Donc ça aussi c'est un indicateur social extrêmement intéressant à prendre en compte. Et puis le sujet déborde très largement les îles du Ponant. La semaine dernière, le 11 septembre, il y avait des manifestations dans plusieurs villes de Bretagne autour de cette thématique-là. Vous avez vu ça évidemment dans la presse. Alors quand on tape se loger sur Google, par exemple, c'est toujours intéressant, se loger dans les îles, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On n'a que des logements de type touristique, des logements à la semaine. On ne parle pas de loger des habitants, mais c'est de loger des touristes. Alors c'est intéressant de faire donner quelques définitions. Je ne vais pas vous assommer de définitions, mais se loger pour une ou plusieurs personnes, un animal ou plusieurs animaux dans un lieu de façon permanente ou temporaire. Ça c'est la définition c'est le dictionnaire du CNRS. Alors je pense qu'il faut différencier les choses, parce qu'il y a se loger, il y a habiter, c'est quelque chose de différent. Non, parce qu'il y a des gens qui arrivent derrière et ça me perturbe dans mon exposé. Habiter, c'est occuper temporairement un lieu. Bon, donc c'est un autre statut. Mais ce qui est important, c'est vivre. Et vivre, ça veut dire effectivement avoir un lieu pour habiter. Et vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des pêcheurs sur des bateaux, des agriculteurs sur les tracteurs, des enfants dans les écoles, etc. etc. Donc, la question du logement, elle touche finalement à la question de la vie. Et de
de la vie sur les îles. C'est pour ça que c'est une question absolument centrale. Alors, la question dans les îles, c'est toujours bien d'avoir un regard un peu historique par rapport à ce qui s'est passé. Ça n'a jamais été très simple, le logement dans les îles, parce que quand on regarde par exemple les comptes rendus des voyageurs de la fin du 19e, début du 20e dans les îles, ils évoquent des petites maisons où les gens sont entassés, des logements qui sont assez miséreux en fait. Hein. Et en revanche, on ne trouve pas l'expression dire ben voilà, on a des problèmes, pour se loger, on n'a pas de logement. Et même quand on regarde la création de la PIP il y a une cinquantaine d'années, ben dans les préoccupations de la PIP, on ne parle absolument pas du logement. On évoque les processus d'urbanisation, on évoque les résidences secondaires qui recherchent la vue sur la mer, et puis on évoque aussi des phénomènes un peu de banalisation, de banlieue résidentielle. Mais la question du logement en tant que telle, elle n'est pas posée. Il faudra attendre plusieurs années pour qu'elle apparaisse. Alors toujours sur la question du logement, là je me suis inspiré d'un article de la revue Melvent, que vous connaissez tous j'imagine, sur EDIC, sur l'insurbanisme. Alors c'est un néologisme intéressant. Ça veut dire qu'en fait finalement on ne peut pas penser le logement sans penser l'urbanisme, sans penser l'occupation de l'espace, sans penser densité de population. Donc on va balayer ça très vite. Mais on voit très bien sur ces trois photos, là, une prise en 1930, une en 1959 et l'autre en 2010, l'évolution de l'habitat. Dans les années 30, on a un habitat qui est des petites maisons, qui sont restées petites, mais en très, très mauvais état. Dans les années 60, 59, là, on commence à restaurer. Puis aujourd'hui, on a des maisons qui sont aux normes d'aujourd'hui, mais avec des volumes qui sont restés sensiblement les mêmes. En 1962, à EDIC, les trois quarts des maisons étaient en ruine et il y avait 65 résidents secondaires, dont 20 qui étaient d'origine insulaire. Donc le phénomène commençait à arriver. Alors ce qui est intéressant aussi à EDIC, c'est l'organisation de l'habitat. Je prends un exemple, hein, bien sûr, mais là, vous voyez là, en 1955, on a le village, avec ces maisons qui sont groupées les unes à côté des autres, avec une économie de l'espace qui est intéressante à souligner. Et on voit en 2018, évidemment, il y a moins d'habitants permanents, mais il y a beaucoup plus de maisons. C'est lié évidemment au phénomène des résidences secondaires. Mais ce qu'on constate aussi, je pense que c'est intéressant de souligner, c'est qu'on a un habitat qui est bien groupé et qui est resté, parce qu'en fait, l'économie de l'espace dans les îles, elle est essentielle. Hein, l'espace est limité, donc il faut être économe sur tout. Alors cette économie, on la trouve par exemple à l'île de Sein, qui est la plus petite des îles du Ponant. Et vous voyez, là, c'est des maisons qui ont été partagées parce qu'on n'avait pas suffisamment de place. Et au fil des années, on divisait les maisons en deux. Donc, par exemple, sur la photo de gauche, là, vous voyez, il y a un volet qui est bleu et un volet qui est blanc. La maison, la pièce est divisée en deux. Et vous avez une partie de façade qui est différente. C'est donc la même maison qu'on a coupée pour pouvoir se loger, parce qu'on était très nombreux dans les îles. Par exemple, en 1936, c'est la date de l'apogée de l'île de Sein, il y a 1328 habitants, ce qui représente 2300 habitants au kilomètre carré, ce qui est énorme. Et aujourd'hui, la ville de Brest a 2826. En plus, en 1936, à l'île de Sein, il y avait des Paimpolais. Et quand on regarde la densité de population avec les Paimpolais, on arrive à une densité qui est de 3500 habitants au kilomètre carré. Ça voulait donc dire qu'on était nombreux sur des espaces réduits. Et je pense qu'il y a des enseignements aussi à tirer à cela, c'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer peut-être pas des maisons gigantesques, mais comme on le faisait finalement autrefois, des petites maisons qui permettent de loger aussi plus de monde. Ensuite, ça vous connaissez bien l'affaire, hein, la population des îles du Ponant, on va dire que jusque dans les années, au cours du 19e, elle augmente, jusqu'au début du 20e. Tout le 20e siècle, la population diminue. Et, phénomène nouveau, au 21e siècle, la population augmente. C'est résumé, c'est un peu ça. Alors elle augmente, pourquoi elle augmente? Parce qu'il y a des jeunes qui sont arrivés, on a travaillé nous sur les hauts entrepreneurs dans les sites pendant une dizaine d'années, donc on avait déjà fait ce constat-là. Donc il y a des nouvelles populations qui s'installent, il y a des retraités aussi qui s'installent, et puis il y a plus de résidents secondaires. Mais c'est quand même une donnée plutôt positive par rapport à l'époque où tout le monde quittait les îles et où justement les maisons étaient en ruine. Alors sur le plan de la structure du parc immobilier, là vous avez deux courbes, on voit très bien, c'est dans les années 1980, il y a une inversion qui s'opère au niveau de l'ensemble des îles du Ponant, les résidences principales deviennent inférieures aux résidences secondaires. Et quand on regarde les deux courbes, on voit parfaitement que la courbe des résidences secondaires continue
à augmenter et celle principale augmente, mais un tout petit peu moins en proportion. Et puis on constate aussi qu'il y a très peu de logements vacants dans les îles. Alors cette question des résidences secondaires, faut l'évoquer en sachant que le statut de résidence secondaire est quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a plein de types de résidents secondaires. Il y a des résidents secondaires qui passent plus de temps sur l'île que des permanents. Enfin, si on rentre dans les détails, ça devient assez compliqué. Mais tout cela quand même pour dire que c'est quand même une réalité et on arrive à des chiffres qui sont évidemment qui interrogent. Donc résidence principale, résidence secondaire, on voit qu'il y a des îles qui sont moins touchées que d'autres. Celles qui sont les plus touchées, ben ici c'est l'île des Diques, l'île aux Moines, donc les petites îles, et puis les moins touchées, ben, c'est Ouessant et Groix. Mais cette question, elle est quand même, il faut quand même se la poser. Hein. Il faut savoir qu'il y a des pays sur lesquels on limite, il y a des quotas en fait, hein. On peut imaginer des règlements aussi par rapport à ça. La question de la densité de population aussi est extrêmement importante. Sur ce graphique, là, très rapidement, bah, vous voyez l'île de Sein, la plus petite à gauche, et puis à droite, vous avez Belle-Île. À l'île de Sein, comme on l'a déjà dit, la densité est très forte, donc il y a beaucoup de monde sur un espace extrêmement réduit. Et puis à l'autre extrême, Belle-Île, une grande île, où vous voyez que la densité est relativement faible. Ça veut dire que la question du logement ne se pose pas exactement dans les mêmes termes. Hein, certes, il y a beaucoup de réglementations, etc. Mais quand on a une grande île, on a plus de possibilités quand même de construire ou de trouver des solutions. Sur les petites îles, c'est exacerbé. Alors, justement, cette question de la superficie avait en parallèle avec la question de la réglementation. Vous le savez tous, hein, sur les îles, il y a une réglementation qui a été mise en place il y a une quarantaine d'années de protection de l'environnement, des paysages, qui est essentielle. Mais c'est aussi une contrainte par rapport au logement. Donc l'île, c'est vraiment très spécifique, c'est un territoire qui est limité, donc cette limite, elle génère des problèmes particuliers. Alors les lanceurs d'alerte, alors il y en a ici au fond de la salle, là, mais il y a toujours eu des lanceurs d'alerte sur les îles. Hein. Je me souviens en 1993, Alexandre Chemetov, qui est un architecte connu, avait fait un travail sur le paysage à Belle-Île. Et dans son introduction, il expliquait que si on continuait sur le rythme de l'urbanisation de l'époque, eh bien, dans 100 ans, il n'y aurait que des maisons à Belle-Île. Et il mettait en avant l'idée qu'il fallait penser à la mixité et penser à la réversibilité des projets. Ça, c'est une notion qui est intéressante. Si on fait des projets réversibles, il y a moins d'impact que quand on fait des projets qui ne le sont pas. Donc ça, c'était déjà, en 93, on l'évoquait. Mais on peut aller plus loin. En 1701, au XVIIIe siècle, le roi Stéphane, alors ça c'est mon ami Philippe qui m'a suggéré, qui m'a parlé de ça, qui était un prophète et un mendiant qui portait la parole, et puis certaines de ses prophéties se sont réalisées. Il disait à Ropolilomoine, il arrivera un jour où pas un centiare de nous ne vous appartiendra. Et celui où vous paierez pour boire de l'eau. Alors aujourd'hui, on paye pour boire de l'eau, et sur la question de la propriété, on peut aussi s'interroger. Alors, quand on regarde aussi, c'est la question des locations, c'est une question importante, hein, parce que ça peut être une solution aussi au problème du logement. Tout le monde parle de Airbnb, donc on s'est amusé à faire une petite recherche la semaine dernière, et qu'est-ce que l'on voit? Finalement, Airbnb n'est pas très présent dans les îles. En revanche, en location, les offres de location apparaissent plus sur les offices de tourisme et dans les communes. Mais il faut savoir que ces chiffres-là aussi sont prendre avec des pincettes, parce qu'il y a plein de locations qui se font sans passer par ni Airbnb, ni les offices de tourisme. Mais cela étant, il y a quand même une chose qui s'est développée dans les îles ces dernières années, c'est que des résidents principaux, comme des résidents secondaires, louent une partie de leur habitation ou l'intégralité de leur habitation. Et ça devient aussi un modèle économique qui peut interroger. Alors, sur les questions du prix du foncier, là on a des données sur Source Immodata. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais là on a simplement les données de 2021. On a le prix médian. Donc le prix médian, ça veut dire que par exemple la PA c'est 500, si je vois beaucoup, je n'ai pas mes lunettes, 106 000 €. Ça veut dire qu'il y a 50% du prix des maisons qui est inférieur à cette somme-là et 50% qui est supérieur. Donc en fait, ça peut aller très loin supérieur, ça peut aller assez bas en inférieur. Et l'île d'à côté, c'est un hasard, mais sur la colonne, c'est l'île de Bas. Et bien l'île de Bas, c'est là où on est à 180 000 €, donc on est de prix médian, donc on est beaucoup plus bas. Donc il y a des grandes différences selon les îles, et il y a des grandes différences sur les prix. Alors,
Sur Simo, là, on fait un tableau Excel là, avec toutes ces données, mais ça va, vous ne pouvez pas les regarder, l'écran est trop petit. Donc, mais je veux dire que là, on a des données aujourd'hui quand même intéressantes par rapport à ça, et ça pourrait suggérer l'idée de suivre d'une manière plus précise ces questions, et peut-être, pourquoi pas, un observatoire foncier sur les îles. Je dis ça comme ça. Hein. Voilà. Alors, le logement, la demande dans les îles, elle est très forte. Hein. Il y a une forte demande pour la location à l'année, mais aussi à la semaine. Bon, voilà. Il y a une pression foncière qui, sur le plan immobilier, est très forte pour les principaux, mais pour les secondaires aussi, donc c'est très tendu. Et puis aussi, il faut assurer le logement pour les professionnels, pour les médecins qui viennent, les enseignants, etc. etc. Donc, et puis, il y a la question aussi qui revient très souvent, de celle des saisonniers, pour lesquels il faut trouver aussi des solutions pendant l'été, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que le tourisme, c'est pas la seule activité sur les îles, heureusement. Les choses changent, mais c'est quand même une activité essentielle. Et donc, la recherche de solutions, elle ne date pas d'hier. Hein. Il y a des maisons de type HLM, des logements sociaux qui existent dans les îles depuis 30 ou 40 années. Et là, vous avez quelques exemples de coupures de presse du dernier mois. Et on voit dans les îles, on a les élus, l'AIP cherche à trouver des solutions. Tout le monde est très préoccupé par tout cela. Et voilà. Alors, en propos de maire, il y a monsieur Chiffolo, c'est une connerie de ma part, ça. Les bailleurs sociaux ne veulent pas venir sur les îles parce que les coûts de construction sont plus élevés que sur le continent. On parle de 40% et empêche quasiment la rentabilité d'une opération de promotion immobilière. Donc il y a cette question aussi du surcoût. Hein. Il y a le surcoût parce qu'on est sur une île, c'est plus cher déjà à l'achat. Et puis il y a aussi le coût de la construction. Donc c'est un peu compliqué. Et ensuite, toujours, c'est une journée qui avait été organisée à Ouate le 3 juin. Il nous dit également, nous cherchons à savoir comment on pourrait, sur des opérations immobilières, même de résidence secondaire, arriver à préempter, mais il faut trouver les finances pour transformer ces logements en logements principaux. Effectivement, la difficulté aussi, c'est des questions de budget, tout est cher et très, très compliqué. Et les communes, il faut le savoir, les communes des îles, c'est des communes qui ont des petites ressources, et des ressources peu importantes. Alors sur les propos de loueurs, là c'est quelqu'un de l'île-Dieu là qui loue 5 ou 6 locations, mais qui a mis un point d'honneur à ce qu'elle à la 5 locations qu'elle loue à la semaine, mais il y a une location qu'elle loue à l'année. Et elle dit sur le principe de la solidarité, si tout le monde faisait ça, c'est vrai que ça pourrait changer aussi les choses. Un autre exemple, c'est un témoignage d'acheteur, c'est Solène Lebert qui habite à Belle-Île, et quand elle a acheté sa maison en 2009 à Belle-Île, ça fait déjà quelques années qu'elle travaillait avec son mari sur Belle-Île, eh bien c'était des Bellilois retraités qui allaient s'installer sur le continent, et ils ont vendu leur maison et leur ont fait un tarif extrêmement intéressant, estimant qu'il fallait aider. Il fallait aider ces jeunes, et il y avait des gens qui étaient prêts à acheter plus cher, mais qui étaient de l'île aussi, mais qui n'avaient pas d'enfants, etc. Donc il y a aussi des formes de solidarité qui peuvent exister. Comme il existe dans certaines îles ce qu'on appelle le prix famille. Le prix famille, c'est un prix qui est pour les familles, qui n'est pas du tout le même que celui pour le marché des résidences secondaires. Alors des solutions, tout le monde en cherche, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, le savoir-faire des îles du Ponant s'intéresse à la question du logement pour les actifs. Hein. Et donc, il y a une première réunion très intéressante qui s'est déroulée à l'île de Ouate au mois de juin. Et puis, il y a un projet sur les années à venir par rapport à ça. Donc, la recherche de solutions, comme je disais tout à l'heure, hein, il y a des communes depuis 30-40 ans qui ont mis en place des logements sociaux, des logements de type HLM. Mais ça aussi, il y a aussi depuis 30 et 40 ans des logements qui étaient de type HLM ou qui étaient des logements sociaux qui sont devenus des logements des résidences secondaires. Donc là aussi, il y a un questionnement qui est important et pour lequel il va falloir trouver des solutions, parce que si ça marche comme ça, là, on n'avance pas. Hein. Et alors en plus, sur les logements sociaux, parfois, ça ne correspond pas à l'arrivée des ménages, au profit des ménages qui veulent s'installer, au type de logement, donc c'est un peu compliqué, quoi. Alors il y a des initiatives qui sont prises, mais on en parlera pendant le débat là, sur le foncier solidaire. Et donc ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que les élus, les insulaires, les associations, les collectifs de citoyens, tout le monde converge sur l'idée que ça devient une nécessité impérieuse de trouver des solutions pour le long terme.
Alors, on peut mettre 3 types de mesures. Vous trouvez des mesures incitatives, des mesures préventives, des mesures coercitives. Donc, je ne vous dirai pas lesquelles il faut mettre en priorité, mais je veux dire, on a quand même un panel d'outils importants. Il y a l'Office foncier solidaire, on en parlera tout à l'heure, le bail réel solidaire, la loi 3DS qui permet quand même aussi pourrait permettre de faire avancer les choses, la loi Elan, les taxes foncières, les établissements publics fonciers locaux, le viager solidaire, les coopératives d'habitants, les habitats irréversibles. Et puis on peut aussi avoir des comportements solidaires. On peut avoir des comportements solidaires. Je pense que c'est important aussi de communiquer sur cet enjeu du logement et puis que chacun essaye de penser les choses un peu différemment, pas simplement sous l'angle du profit immédiat. C'est valable autant pour les insulaires que pour les secondaires, hein, ce propos. Hein. Alors, il faut savoir aussi que ce n'est pas du tout spécifique aux îles. Hein. Il y a des situations qui sont difficiles aux Pays Basques, qui sont difficiles en Corse, etc. Il y a une montée des tensions et des revendications sur ce sujet. Il y a des questionnements qui se font à l'échelle locale, à l'échelle régionale, il faudrait aussi à l'échelle nationale. Et il y a l'émergence quand même d'une série de propositions que j'ai listées très rapidement, mais je pense qu'on a quand même des outils. Et puis c'est une problématique qui reste essentielle pour les îles. Alors en termes de propositions, il y a cette proposition de loi là, sur la Corse qui est intéressante, hein, qui a été votée, relative à l'évolution statutaire de la collectivité de Corse, c'est-à-dire que les résidences secondaires qui ont une valeur supérieure à 350 000 € seront taxées. Donc voilà, et ça c'est acté. Hein. C'est une proposition de loi. Alors après, bon, les scénarios, là j'ai mis une page blanche, hein, parce que j'ai mis une page blanche à 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense que tout est à écrire, tout est à imaginer, et ça on n'y arrivera que collectivement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ensemble on trouve des idées. Il y en a déjà qui émergent, il y a déjà des initiatives qui sont prises. En revanche, il faut les structurer, il faut les faire avancer davantage. Voilà, pour savoir, si vous voulez en savoir plus, hein, il y a un peu de bibliographie là-dessus. Je me permets de faire aussi un petit peu de pub pour l'ouvrage Île 2019. Ceux qui avaient participé à Ouessant et à Brest pendant une semaine à cette manifestation, eh bien, le bouquin va sortir le 15 novembre. Il y a de nombreux, dans la salle, vous êtes déjà plusieurs à y avoir participé. Et je vous en remercie. Voilà, j'ai tenu mes 19 minutes. On va démarrer cette table ronde, ce débat maintenant. Je vous rappelle que si vous souhaitez poser des questions, vous levez la main. Alain qui est là-bas vous tendra un micro. Donc autour de moi, notre hôte, Philippe Le Bérigot, le maire de l'île aux Moines, Roxane Berget de l'association Enfants de Tempête à l'Île-Dieu, Denis Brodin, le directeur de l'association des îles du Ponant, Erwan Robert, le directeur de... Non Erwan, si vous voulez. C'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Directeur de Bretagne Sud Habitat, qui est le premier bailleur social du Morbihan. Et enfin, c'est ça, moi j'ai du mal à me forcer à prononcer différemment. Et Olivier Carré, le maire de l'île de Bréhat. Chacun nous exposera des solutions. Je vous le rappelle, nous sommes là pour parler de solutions et de ce qu'on peut faire demain pour enrayer ce problème. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Maël Le Guenec et je travaille à France 3 Bretagne. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On essaie d'être discipliné au niveau des questions, je vous le rappelle, et on va essayer tous ensemble de tenir notre temps de parole. Philippe Le Bérigot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc le problème qui nous préoccupe tous, c'est effectivement celui du logement. J'ai envie de dire, excuse-moi, avant juste de répondre à ta question, un grand coup de chapeau à Louis, parce que sur ce sujet tellement important, il me semble qu'il est nécessaire qu'on objective le problème. Il faut vraiment que l'on parle pas simplement donc avec notre passion, nos besoins, notre cœur, mais aussi sur des choses tangibles. Donc merci pour lui. Les îles, c'est vrai que nous sommes tous différents. Pour ce qui est de l'île aux Moines, nous sommes l'exemple même de l'espace contraint, puisque nous sommes un espace protégé et que la surface de l'île n'est que de 315 hectares. Donc le problème de l'île, il est accru par la taille de l'île et naturellement, comme tout citoyen français, par l'application des lois. Puissions-nous nous dire que ces lois, elles sont là aussi pour nous protéger et pour protéger l'espace. On ne les remet pas, enfin personnellement, moi je ne les remets pas en cause. Ce que je remets en cause, c'est leur application. Et c'est sur ce sujet-là qu'il faut agir. Donc dans le cadre, pour répondre cette fois à ta question, dans le cadre
de la loi et de ce qui est possible. Sur l'île aux Moines, nous avons donc adopté, il y a déjà maintenant 6 ans, donc une décision qui nous oblige à demander donc aux lotisseurs de restituer 20% de leur projet à des logements sociaux. On construit donc 5 maisons, qu'on soit donc lotisseur privé ou qu'on soit un bailleur, eh bien on a donc la nécessité de consacrer 20% de ce qui va être construit pour des habitants permanents. Je pense que c'est un outil qui s'applique normalement que dans les communes de plus de 3500 habitants, mais les municipalités ont la possibilité de faire voter donc par le conseil municipal cette obligation. C'est pas grand-chose, mais c'est très important. Et c'est d'autant plus important quand les espaces, comme je viens de le dire tout à l'heure, sont restreints. On va pas pouvoir donc continuer. Nous, on sait, on a identifié 27 gisements possibles sur l'île. 27. Et sur ces 27, potentiellement, on imagine qu'il puisse y avoir 5 endroits où il y ait donc plus de 5 maisons. Donc 20% sur ces endroits-là. C'est ça la réalité. Et dans ces réalités, c'est effectivement la volonté, bien sûr pour nous, de faire en sorte que ce soit une porte réelle et efficace pour les habitants permanents. Il faut la mixité de la population. Moi, j'y suis tout à fait favorable, mais il faut qu'on veille tous donc à la permanence. Je lisais tout à l'heure, penser à nos enfants de grâce. Enfin, nos enfants, c'est tous ensemble, hein, et que effectivement nous ne faisons que cela. C'est-à-dire que Louis donc a signalé tout à l'heure donc cette préoccupation qui est partagée par tous. Et donc l'intérêt, me semble-t-il, de notre rencontre aujourd'hui, eh bien, c'est de construire ensemble, d'apprendre et puis de partager des bonnes pratiques. Hein. Il ne s'agit pas, en tous les cas en ce qui me concerne, de fomenter quoi que ce soit, mais de construire. Et on est là pour co-construire. La présence nombreuse ce matin en est une illustration. Donc Neil Gawissin, conseiller régional de Bretagne. Mais j'avais une question pour le maire de l'île aux Moines et éventuellement pour les autres élus iliens présents. Je salue tout le monde et je salue aussi les manifestants qui nous rappellent la gravité de la crise actuelle. La spécificité des territoires insulaires est reconnue dans la loi, ce qui donne a priori une facilité supplémentaire, on peut l'espérer, pour expérimenter des dispositifs de régulation de l'immobilier qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que je vous rejoins complètement, monsieur, quand vous dites que les possibilités actuelles sont limitées, de fait de la limitation des terrains sur les territoires insulaires, et d'ailleurs pas que sur le continent aussi, ce problème-là va se poser, on ne pourra pas étendre les constructions à l'infini. Donc la question de la régulation se pose, et quand on regarde au-delà de nos frontières, il se passe énormément de choses en matière de régulation de l'immobilier. Donc moi j'ai plaidé pour un statut de résident principal en Bretagne, à partir de ce qui existe déjà aux Îles-Hollandes, en Nouvelle-Zélande, d'une certaine manière aussi à Jersey, il y a des choses à voir. Nos amis suisses expérimentent un quota de résidence secondaire. Il y a aussi des choses à regarder, peut-être à expérimenter ici. Et on a présenté, on a fait mention tout à l'heure de l'initiative de Jean-Félix Acquaviva pour la maîtrise de l'immobilier en Corse, très intéressante, puisqu'elle permet un droit de préemption renforcé pour la région, financé par une taxe sur les résidences secondaires les plus chères, sur ce qu'on appelle le marché spéculatif. Ça ne s'applique pas encore, mais on peut espérer que ça s'appliquera. Donc il y a énormément de choses qui existent ou qui sont en chantier. Et ma question c'est, comment est-ce que les territoires insulaires peuvent s'en saisir pour essayer de pousser les murs et d'aller au-delà du droit commun? Chacun sait, hein, puisqu'on en a quand même beaucoup parlé, chacun sait que l'association des îles du Ponant a réussi donc à ce que le législateur introduise donc un amendement à la loi 3DS où pour la première fois il est noté que nos îles sont particulièrement des territoires sensibles et qu'il est de la responsabilité de les accompagner. Parce que les lois auxquelles nous faisons référence et qui nous cadrent, elles sont aussi vraies, et chacun le sait, à Perpignan,
à Bordeaux, à Lille qu'ici. Et cet amendement, bon, c'est pas la solution, c'est pas la solution finale. Néanmoins, il me semble qu'effectivement, c'est un argument qu'on va pouvoir avancer aujourd'hui pour faire en sorte que des aménagements de la loi puissent être donc appliqués sur les îles, ce qui était complètement interdit. Donc aujourd'hui, nous pouvons avoir confiance dans la possibilité du législateur du pouvoir administratif de prendre en compte des décisions qui seraient justifiées justement par le traitement de nos différences. C'est un élément. Ça fait partie de tout ce que l'on a pu faire et que l'on continue à faire pour améliorer, mais je suis en tous les cas je mets plein d'espoir. On verra bien, c'est cas par cas que l'on verra si ça fonctionne, mais j'ai plein d'espoir que la loi reconnaisse cette particularité et ce droit à la différence. On va partir du côté de Lyon, on va retrouver Alice Boyer, vous allez pouvoir la voir sur les écrans. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est ce dispositif de viager solidaire, en quoi ça peut s'appliquer sur les îles? Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, effectivement, je représente la coopérative Les Trois Colonnes. J'avais déjà fait une intervention en juin avec un certain nombre d'entre vous à Watt. Le viager solidaire, en fait, nous sommes une coopérative à but non lucratif. Nous sommes mandatés par le ministère des Solidarités et de la Santé. Nous avons un mandat SIEG, c'est-à-dire que la coopérative a été élue service d'intérêt économique général. Et le but premier de notre action, c'est de militer pour le bien vieillir à domicile, dans les meilleures conditions, le plus longtemps possible. Donc, on a un certain nombre de critères. Alors, je vais passer peut-être un petit peu rapidement sur les critères, mais c'est vrai que si vous avez des personnes âgées sur les îles ou sur le continent qui veulent absolument rester chez elles et qui ne veulent pas aller en EHPAD, on a une vraie alternative à cette problématique-là pour nos aînés. L'idée, la participation des Trois Colonnes dans cette conférence, c'est que si les communes nous aident à aider les personnes âgées qui veulent rester chez elles, la coopérative devient propriétaire des logements. Alors, il y a un certain nombre de critères à respecter, mais la finalité, c'est que la coopérative devient propriétaire des logements et qu'on peut ensuite proposer aux collectivités en priorité ces logements, au lieu de les remettre en vente ou en location par les moyens classiques. On peut proposer aux collectivités en priorité de récupérer ces logements pour ensuite en faire des logements sociaux. Alors ça peut être grâce à un bailleur social, ça peut être grâce à la collectivité directement. Après ça, chacun est différent et chaque collectivité gère ça différemment. Mais l'idée, c'est que si vous nous aidez à aider les personnes âgées, nous, on peut ensuite vous proposer les logements en priorité et faire en sorte que le logement échappe au marché de la résidence secondaire. Alors après, on peut parler avec certains d'entre vous pour trouver le moyen et le système de court-circuiter le marché de la résidence secondaire. Donc, naturellement, on peut se tourner vers un bailleur social qui peut ensuite proposer ces logements aux insulaires. On va lutter contre la spéculation immobilière et on veut favoriser l'accession à la propriété aux primo-accédants, aux foyers modestes, aux familles monoparentales. Donc on choisit quand même les gens à qui on va vendre ou louer. Mais c'est vrai que comme on a des logements qui n'ont pas été rénovés de fond en comble, parce que le but n'est pas là, nous on incite nos bénéficiaires, nos personnes âgées à rénover leur logement de façon confortable pour eux, c'est-à-dire une salle de bain, c'est-à-dire des fauteuils roulants électriques. C'est des rénovations qui leur seront utiles à leur bon vieillissement. Mais en aucun cas on refait de fond en comble un logement, donc ça permet de le remettre en vente à des prix beaucoup plus accessibles. Merci. Alors je veux bien quelques questions de la salle. Je rappelle que nous sommes tenus par le temps, que les questions ne doivent être adressée qu'à Alice Boyer sur le sujet très précis du viager solidaire. Si vous avez une question sur ce sujet précis, je vous invite à la poser maintenant, sinon on continue et il y aura aussi du temps à la fin tout à l'heure pour poser des questions. J'avais une question parce que vous le présentez comme une situation d'une personne qui veut rester chez elle et pas aller dans une EHPAD.
Mais est-ce que ça ne peut pas s'appliquer aussi à une personne âgée qui va dans une EHPAD et qui libère sa maison? Parce que... Est-ce que ça peut s'appliquer à une personne âgée qui va dans un EHPAD et qui souhaite libérer sa maison? Oui, bien sûr. Oui, oui. Alors nous, on est surtout sur du viager qu'on appelle occupé, avec la personne âgée qui reste chez elle, mais c'est tout à fait envisageable, on appelle ça le viager libre, si la personne âgée, pour X raison que ce soit, souhaite aller soit en résidence autonomie, soit en EHPAD. Cette personne âgée a 3 possibilités. Soit elle vend purement et simplement son bien, donc ça va partir sur le marché de la résidence secondaire, pour financer, elle vend son bien pour financer son EHPAD ou sa résidence autonomie. Soit elle met en location son logement, avec tout ce que ça implique, c'est-à-dire elle va continuer à payer la taxe foncière, elle va continuer à payer les charges de copro, elle va continuer à payer les gros travaux, elle va évidemment payer des impôts, hein, bien sûr, sur les loyers qu'elle perçoit, ou bien elle vend son logement, aux 3 colonnes en viager solidaire, et là, elle percevra un bouquet ou une rente, mais elle sera débarrassée des charges, de la taxe foncière, des impôts. Donc sa rente et son bouquet pourront lui permettre de financer sa résidence autonomie ou son EHPAD. Donc elle aura son loyer, mais elle sera débarrassée de toutes les taxes, impôts qui incombent au propriétaire. Donc c'est une excellente solution si on veut financer son EHPAD. Sauf si on a des... Merci. On va poursuivre donc cette table ronde, ce débat autour du logement sur les îles avec Roxane Berger. Je vais vous donner le micro qui est ici. Alors vous représentez l'association Enfants de Tempête sur l'île Dieu, mais pas seulement finalement. Vous êtes une association lanceur d'alerte sur la problématique du logement dans les îles. On va se concentrer sur un des sujets qui vous passionne, la coopérative d'habitants. Peut-être pour commencer, si vous voulez présenter l'association rapidement, et puis enchaîner sur le sujet. Merci. Oui, alors on devait parler de coopérative d'habitants, puis en fait j'ai changé d'avis, je vous expliquerai pourquoi. Ça m'intéresse quand même, hein. Ah ouais, bah on pourra, si vous voulez, on reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Les Enfants de Tempête, c'est une jeune association, une association qui est très soutenue, parce qu'elle est là pour alerter les médias, les élus, les pouvoirs publics sur la situation dramatique, alarmante des gens qui habitent dans les îles. Alors à la base on parlait pour l'île Dieu, puis on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les îles ont besoin d'être défendues, donc on a un peu agrandi notre zone d'intervention. Et en fait, quand on nous a appelés en juillet pour nous proposer de participer à cette table ronde, on était super contents parce qu'on s'est dit c'est top, parce qu'en fait toutes les îles vont se retrouver, tous les élus vont être autour de la table, et puis on va se mettre d'accord. Ça va être génial, on va se dire qu'est-ce qu'on demande, quoi. Enfin, on a une reconnaissance assez récente grâce à l'association des élus ponants sur la spécificité insulaire dans la loi 3DS, c'est-à-dire que là on va pouvoir se mettre autour de la table, dire bon bah là on arrive dans des situations tellement dramatiques qu'il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on demande à l'État? Et puis hier on a préparé cette réunion ensemble, on a dit bah on va parler de solutions parce que le constat tout le monde le connaît, je remercie Louis Brigand parce que sa présentation était très pertinente. On va parler de solutions. Et puis bon, on a évoqué les solutions qui allaient être présentées, et je vous avoue que j'ai été, après coup, ça m'a travaillé toute la nuit, parce que moi ça ne m'empêche de dormir quand même ce qui se passe. J'étais un peu déçue, parce qu'en fait, toutes les solutions qui vont vous être proposées aujourd'hui, c'est des propositions d'adaptation. C'est-à-dire qu'on s'adapte, on va mettre des petits pansements sur une grosse hémorragie, pour s'adapter à une situation qui est dégueulasse. Et moi aujourd'hui, vraiment, je veux... Je ne suis pas là pour vous dire que la coopérative d'habitants c'est génial, alors que ça l'est. Je suis là pour vous dire, arrêtons de tourner autour du pot, il faut faire de la régulation. Merci Neil d'avoir dit ce mot, il faut réguler. Combien de personnes dans cette salle connaissent, dans leur île, une personne qui doit lâcher sa maison au mois de juin parce que son propriétaire, souvent secondaire, il faut dire les mots, lui demande de rendre le bien pour pouvoir le faire en location saisonnière et lui propose de revenir en septembre en disant « Moi, j'aime bien faire du social l'hiver ». Combien de personnes? Levez la main, s'il vous plaît. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est interdit. Moi, ça me choque. Vous savez pourquoi ça me choque? C'est interdit. On sait tous que ça se produit dans les îles.
et on dit rien, on laisse faire. Il faut réguler. Combien de personnes connaissent dans cette salle des gens qui cherchent une location à l'année désespérément, qui sont sur le point de partir de leur île et qui ne trouvent rien? Oui, on peut construire. Effectivement, on peut construire. On est quand même sur des territoires contraints. On ne pourra pas construire indéfiniment. Non, il faut réguler. On a beaucoup trop de locations saisonnières dans nos territoires. Bon, il faut réguler. On peut déjà réguler. Ça se pratique à Saint-Malo, ça se pratique à plein d'endroits. Inspirons-nous de ces endroits. Il faut réguler aussi les prix de vente. C'est impératif. Comment voulez-vous, si les gens qui habitent sur leur territoire ne peuvent plus prétendre à rien? C'est déjà le cas. Regardez les prix qui sont derrière. Je remercie toutes les personnes qui portent les panneaux. Les prix sont énormes. Il faut réguler. On peut pas réguler aujourd'hui. Demandons tous autant qu'on est. Maire, soyez tous les territoires qu'on est plus ambitieux. Allons voir l'État en écharpe à l'Assemblée et on va leur dire une bonne fois pour toutes, il nous faut des moyens de réguler. Il nous faut des boucliers anti-spéculatifs. Il faut faire en sorte que les maisons, en 4 ans, elles ne prennent pas le double de leur valeur. Le Covid a été terrible pour nos territoires. J'entends bien que vous voulez réagir. Je vais terminer parce que c'est important, je pense. Il faut que merci beaucoup. Il faut impérativement qu'on soit plus bruyant auprès des autorités compétentes. Effectivement, il nous faut des petites solutions pour s'adapter, mais ça ne suffira pas. Soyons bruyants, soyons ambitieux. Allons leur dire que maintenant, il faut que dans les territoires, tous les territoires, on peut servir d'expérimentation dans les îles, mais ça va servir d'autres territoires. Allez voir l'État dire ça suffit. Le logement n'est pas une marchandise. Le logement, c'est un besoin vital. Il faut pouvoir faire en sorte. Que nos gamins puissent, s'ils le souhaitent, rester sur leur territoire, acheter sur leur territoire, louer sur leur territoire, et je sens que je vais avoir une question. Donc s'il vous plaît, on a mis, là c'est super, pendant les insulaires, cette réunion sur le logement pour tous se retrouver. Louis Brigand l'a dit, la solution elle sera collective. La solution elle sera collective si on est tous capables de se rendre compte que ce qu'on vit c'est anormal, qu'on peut aller réclamer de l'aide et que là, maintenant, aujourd'hui, on dit stop à cette situation. Oui, on va faire des solutions adaptatives, c'est certain. On va demander à nos maires sociaux de nous aider. Mais faisons pas comme si c'était normal. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une autre question. Je précise bien question, s'il vous plaît. Avec un point d'interrogation à la fin. Moi, je suis de l'île de Bar et je voudrais savoir si au niveau de la commune, il y a une limite de surtaxe pour ceux qui achètent cher, justement, sur les îles. Qui veut répondre? Moi, je viens de l'île de Bar et je voudrais savoir si au niveau de la commune, il y a une limite de surtaxe pour ceux qui achètent justement les... Parce que ça, effectivement, ça pourrait être un frein si c'était mis en place. Et qui peut mettre ça en place? Voilà ma question. Aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'existe pas. C'est peut-être une piste de réflexion. En tous les cas, la loi ne prévoit rien et nous n'avons aucune possibilité de le faire. Je répondais en disant que cette surtaxe n'existe pas aujourd'hui, tout simplement. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec Denis Bredin. Oui. Donc Denis Bredin, directeur de l'association des îles du Ponant. Alors on parlait de choses qui étaient à la main des collectivités. On va parler de l'OFS, l'Office foncier solidaire. Alors, quelques mots, qu'est-ce que c'est? Bonjour à tous. Donc, moi, je ne suis pas un juriste, pas spécialiste de l'OFS-BRS, mais on a accompagné pendant 1 an un bureau d'études qui nous a vraiment démonté tout le système pour qu'on puisse porter auprès de tous les élus des îles ce que c'était que l'OFS-BRS, et c'est effectivement quelque chose de très nouveau. Alors, le principe en est très simple. Il y a une dissociation du foncier, donc du sol, et du bâti. Donc c'est basé sur des principes qui sont relativement appliqués dans le droit anglo-saxon, qui sont très très novateurs pour notre droit à nous. Alors, sur le plan juridique, c'est très simple. Vous avez un propriétaire du sol, c'est l'OFS, organisme de foncier solidaire. Et un propriétaire du bâtiment,
qui est un particulier, et qui lui loue le foncier, et c'est ce qu'on appelle un bail réel et solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le propriétaire du bâtiment dispose de droits réels, donc solidaire, puisque l'objectif c'est bien évidemment de continuer et d'éviter le phénomène qu'on connaît tous. Quand vous avez un programme d'accession à la propriété, on a des exemples vraiment marquants de collectivités qui, dans les années 80, ont fait des efforts sur leur denier propre pour mettre à disposition des parcelles constructibles auprès de leur population. Et quand on regarde en 2020, 40 ans plus tard, le pourcentage de résidents permanents, il est ridicule quand il en reste. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il nous faut éviter. Le foncier devient rarissime sur les îles. Donc un jour ou l'autre, il n'y aura plus de foncier. Un des objectifs, c'est le zéro artificialisation nette, hein, qui devrait arriver à l'échelle des années, dans une trentaine d'années. Il y a certaines îles où c'est déjà le cas. Vous n'avez plus de foncier constructible ou pratiquement plus. Alors, ce dispositif OFS-BRS, on nous a opposé le fait que c'était sociétalement tellement différent de ce qui existait avant qu'on n'aurait jamais de candidat. Alors comment ça fonctionne? Globalement, vous avez l'OFS-BRS qui achète ou qui se voit mettre à disposition du foncier. Par exemple, des communes qui ont du foncier public peuvent le mettre à disposition d'un organisme de foncier solidaire, et le propriétaire du bâtiment paye une redevance qui globalement est inférieure à 1 mètre carré, à 1 euro du mètre carré, donc sur son emprise foncière, et le coût estimé et des différents exemples dont on dispose actuellement fait que ce coût d'accession à la propriété d'un bâtiment sur un terrain qui appartient à l'Office foncier solidaire est équivalent ou inférieur à celui d'une location mensuelle. Donc quand on voit les annuités qu'il reste à payer pour être propriétaire, sont inférieures au coût de location d'un logement social. Donc globalement, c'est accessible à beaucoup de gens en fonction des sources de revenus. Alors, ce propriétaire est propriétaire de son bien, il peut le léguer à ses enfants, à condition bien évidemment qu'ils habitent sur l'île. Et il peut être utilisé par la famille dès qu'il habite sur l'île. Il peut ensuite être revendu, mais vous avez là un système de limitation des prix. C'est pas comme un privé qui rachète la question de madame tout à l'heure sur le fait que comment ça se passe quand on a une deuxième vente après qu'on est vendu à quelqu'un qui reste habité sur place. Actuellement, dans le droit, on n'a aucun dispositif qui permette de contrôler cette évolution des prix. Là, l'organisme de foncier solidaire, lui, régule le prix de vente et qui augmente en fonction du coût de l'indice de la construction. Donc, globalement, le propriétaire, quand il va vendre, s'il quitte l'île, ou pour une raison X ou Y, on est sûr que l'OFS va lui garder la main sur qui peut l'habiter, et en fonction, ce sera les mêmes règles. Donc un résident permanent qui a donc besoin de tel qui a un emploi sur l'île, et ainsi de suite. Donc ça permet d'avoir quasiment une garantie ad vitam aeternam que ce foncier ne va pas partir en résidence secondaire. Alors, c'est tellement novateur sur le plan sociétal que beaucoup de gens nous ont dit, mais enfin, vous n'y pensez même pas, ça marchera jamais, c'est pas possible. Vous imaginez le propriétaire, vous allez lui imposer un prix de vente. On se dit, bah oui, c'est une modification du droit, mais il y a des tas de pays où ça fonctionne comme ça. Et là, en fait, on a été très surpris. Et je vois la Marie-Françoise Roger de Groix qui est là, et on sait qu'il y a un projet comme ça qui est en cours sur l'île de Groix. Et Dominique Yvon, le maire, me disait récemment, mais finalement, on a des candidats pour tous les lots. Donc je vais peut-être passer la parole à Marie-Françoise sur le sujet. Je suis adjointe au maire de Groix, Dominique Yvon, et moi je suis plus particulièrement chargée, entre autres, du logement social. Donc effectivement, face à la demande croissante d'installation, d'achat de jeunes ménages, de maisons, puisqu'en Groix, on a à peu près 160 logements sociaux, et on a 4 bailleurs sociaux, dont les plus gros sont Bretagne Sud Habitat et Lorient Habitat. Lorient Habitat étant essentiellement des appartements, et Bretagne Sud Habitat majoritairement, 90% des maisons. Vous pouvez imaginer que les jeunes couples aujourd'hui souhaitent construire leur maison pour y avoir un garage, un petit jardin,
jardin, etc. Donc on a à peu près, il nous reste à peu près une vingtaine de personnes, 20 à 25 personnes, de jeunes couples avec des enfants qui ont émis le souhait de construire, d'être en accession à la propriété. Donc on a de la chance, puisque nous on travaille, je voulais rebondir sur ce que le monsieur disait là, par rapport à l'action des collectivités. Nous on est en agglomération, à Lorient Agglomération, et Lorient Agglomération a vraiment cette compétence-là en matière d'habitat et joue à plein pour les îles. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont depuis longtemps acquis des terrains. Il y a une emprise foncière, enfin une réserve foncière assez importante. Et donc là, on a une réserve foncière de 2000 mètres carrés qui va permettre d'accueillir à peu près 20 à 25 maisons. Donc on est déjà en négociation avec eux, enfin ça a déjà été voté par Lorient Agglomération. Donc là, on en est au montage financier et au montage aussi du bail réel solidaire pour accueillir à peu près, je pense qu'on va essayer d'avoir 10 maisons comme ça, et 10 autres maisons seront plutôt en locatif social, puisqu'il y a des gens qui aussi souhaitent des maisons. Et donc ça, on est en cours, et je pense que ça devrait voir le jour en 2023. L'architecte est déjà choisi, donc là on verra après avec... Aujourd'hui c'est avec Lorient Habitat, mais à partir du mois de janvier c'est avec Morbihan Habitat qui va gérer les 3 grands bailleurs sociaux du Morbihan. Donc nous on est très confiants par rapport à ça, et ça correspond vraiment à une demande des jeunes couples, parce que nous, c'est vrai que notre activité principale, quand même, notre priorité, c'est de développer l'action économique. Et pour développer l'action économique et la vie à l'année, il faut absolument qu'on ait des logements qui correspondent. Voilà. Donc on a aussi de la chance, entre guillemets, si on veut, c'est qu'on peut faire du domicile-travail à la journée, mais entre le Coquillan et l'île, mais il en reste néanmoins qu'on souhaite que les jeunes couples restent habités sur l'île, et puis les enfants aillent dans nos écoles. Je pense que c'est... Voilà, donc ça devrait voir le jour assez rapidement, si on a l'aide d'Erwan, puisque je pense que c'est lui qui sera aux manœuvres de Morbihan Habitat. Donc voilà, merci. C'est une vraie piste de développement pour un bailleur social comme Bretagne Sud Habitat. Oui, effectivement. Déjà, bonjour à tous. Et merci aux organisateurs d'avoir pris le temps de parler du logement sur une île. Mais en fait, c'est un problème qui se pose à tout le Morbihan. Là, on parle d'une situation qui est ici aiguë. Cette situation-là, on la retrouve aujourd'hui partout. Quand vous regardez à l'échelle du département du Morbihan l'évolution de la demande de logements de toute nature, mais de logements sociaux pour ce qui nous concerne, sur les dernières années, c'est vertigineux. On n'a jamais connu ça, et ce depuis des dizaines d'années. On se retrouve dans des situations chez vous qui sont encore une fois critiques. On va les retrouver sur la zone littorale, on va les retrouver dans les zones urbaines, on va les retrouver aussi maintenant dans les zones rurales. Vous avez des unités de production qui ne peuvent pas venir dans le Morbihan parce qu'il n'y a pas de confiance. Enfin, les chefs d'entreprise ne savent pas s'ils vont pouvoir trouver des employés pour venir travailler dans leurs différents... Et ça, encore une fois, sur l'ensemble du Morbihan. Donc, si on revient sur la question des îles, dire que la situation est aiguë, oui. Dire qu'il ne s'est rien passé, non, clairement pas. Depuis des années, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Brigand, les îles ont essayé de prendre cette question-là à bras-le-corps, ont essayé de trouver des solutions. Des logements sociaux, ils sont construits ici depuis très longtemps. On a racheté du bâti, on a transformé du bâti en social, des vieilles écoles, des presbytères. Il y a énormément de choses qui ont été faites. L'hébergement et la question des saisonniers, elle devient de plus en plus importante. On a vu que des restaurants ne pouvaient pas ouvrir cet été parce qu'il n'y avait pas forcément de main-d'œuvre. La question se pose aujourd'hui sur des résidences d'autonomie, sur les îles ou sur les presqu'îles, des résidences d'autonomie d'accueil de personnes âgées qui vont fermer parce qu'il n'y a plus de logement pour loger les personnes qui y travaillent. Et pour autant, il y a déjà eu des hôtels qui ont été rachetés pour les transformer en résidences d'accueil. Le problème, c'est que la pression va beaucoup plus vite que nos capacités d'action. Il est là le problème central. Et à partir du moment où on pose ce constat-là, de fait, il faut se dire qu'il va falloir utiliser tous les leviers qu'on a à notre disposition, en considérant que des choses ont été faites, peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes, mais elles existent et il faut les reconnaître pour ce qu'elles sont, et qu'il va falloir trouver et additionner un certain nombre d'actions. Le viager solidaire, c'est sans doute une très bonne solution, si on le marie, c'est ce que disait M. Brenin tout à l'heure, avec cette notion d'OFS qui permet de garder ce foncier, ces logements, dans la sphère publique, dans cette notion d'intérêt général qui est nécessaire pour l'avenir.
Philippe en parlait tout à l'heure, quand sur l'île aux Moines, on dit 20% de toutes les opérations de construction de plus de 5 logements doivent être du logement social, ça veut dire qu'on récupère sur chacun des fonciers privés 20% qui viennent alimenter cette réserve de foncier public qui doit permettre à un certain nombre de gens de se loger. L'île aux Moines, pour reprendre cet exemple-là, et on était ici il y a 6-7 ans avec ton prédécesseur, s'est posé la question de savoir que faire de ces dernières réserves foncières publiques. Et la décision qui a été prise, ça a été de dire, il y a une partie qui doit partir en locatif, mais il y a une partie qui doit permettre aussi de l'accession à la propriété pour des jeunes ménages. Et ça rejoint là encore la question de l'OFS. C'est bien de le faire, il faut être sûr que ces logements-là, ils restent demain dans un univers d'intérêt général avec des prix plafonnés. L'OFS permet cet exercice-là. Donc bien évidemment, pour reprendre ce que disait Madame l'adjointe au maire de Groix, on sera présent et on va accompagner la création de ces structures-là. On va même porter vraisemblablement les constructions et on sera en contact avec les acquéreurs tout au long de la vie du bien parce que par définition, le BRS impose une location tout au long de la vie du bien. Si je reprends d'autres exemples qui sont du logement mais aussi à côté du logement, la dernière interpellation de Dominique Yvon à notre intention, ça a été de dire mais aidez-nous à construire des MAM. Il faut accueillir des familles, donc des enfants, donc il faut des équipements pour accueillir des enfants. Il faut qu'on trouve du foncier et de fait on rentre, et je finirai peut-être là-dessus, dans un cycle qui est à la fois critique mais qui est en même temps très intéressant parce qu'il est critique. On est à la fin des 30 Glorieuses, tout ce qu'on a construit dans les années 60 va être à déconstruire. On va libérer du foncier en déconstruisant. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces fonciers-là? Sur Groix, on a déconstruit un EHPAD. Sur le foncier qui a été libéré par l'EHPAD, on va reconstruire du logement locatif social, du logement en accession à la propriété, de la promotion privée parce qu'il en faut un peu aussi, et on va vraisemblablement construire une MAM. Et des exemples comme ça, il va falloir qu'on les multiplie. C'est le cas ici sur l'île aux Moines, on a plusieurs opérations sur lesquelles on essaie de travailler à cette mixité, cette diversité. On va les retrouver aussi sur Belle-Île, on va les retrouver vraisemblablement sur les autres îles du Morbihan pour ce qui concerne notre périmètre. Ce que vous vivez là, encore une fois, c'est les discussions qui s'amorcent avec tous les maires des zones tendues. Le zéro artificialisation nette, c'est quoi? C'est considérer qu'aujourd'hui, on ne peut construire qu'à l'intérieur de la zone déjà urbanisée. La zone urbanisée de n'importe quelle commune devient une île à l'intérieur de laquelle il va falloir qu'on apprenne à construire en réutilisant des friches. La conséquence, et c'est là que vous avez un vrai problème, si je peux me permettre, c'est qu'il va falloir à un moment ou à un autre accepter quelques déconstructions avec de la densification, donc des volumes plus importants, des hauteurs plus importantes. Et là, on arrive à la limite de l'exercice parce qu'on voit les contentieux arriver. Et c'est là qu'il va falloir sans doute anticiper les choses de telle manière à faire comprendre aux gens qu'il n'y a plus d'alternative. Si on veut construire, la seule solution c'est de monter. Si on veut monter, encore une fois, il faut qu'il y ait une bonne intelligence qui se crée entre les résidents actuels et les résidents futurs. C'est peut-être notre prochain enjeu. Merci Erwan Robert. Olivier Carré, donc maire de Bréa, justement sur la réutilisation de bâtiments existants, vous avez eu plusieurs exemples très intéressants. À Bréa, je vous invite à présenter si vous voulez. Il faut comprendre, à Bréa, il n'y a plus de foncier disponible pour de la construction. Et donc, une des premières actions qu'on a fait, c'est qu'on a lancé une révision du PLU. Le seul moyen pour nous de changer un petit peu les choses au niveau de récupération de foncier, c'est de faire une modification du PLU, une révision du PLU. Une révision du PLU, ça prend 3 ans. Donc il faut qu'on prenne ça en compte dans notre programme de mise à disposition de logements pour des résidents permanents. Donc pour l'instant, pour nous, sur Bréa, l'urgence, c'est de maintenir l'école, de maintenir le nombre d'enfants. Et pour ça, la solution qu'on a retenue, c'est du logement locatif à l'année qu'on met à disposition des gens. Et même sur ce sujet-là, on est obligé de prendre des dispositions particulières. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est un projet qu'il y avait sur Bréa de construction par un bailleur social, Côte d'Armor Habitat, de 4 logements sociaux. Et pendant 3 ans, il a répété qu'il n'arrivait pas à équilibrer son plan financier et que donc le projet ne pouvait pas avancer. Et on arrivait en limite de validité du permis de construire et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit au bailleur social, vous allez construire les 4 logements, mais il n'y en aura que 2 qui seront en logement social. La commune va récupérer les 2 autres et trouver les financements pour racheter les 2 autres.
de manière à équilibrer votre plan financier. Et ça a marché. On a réussi parce qu'on a pu avoir accès à d'autres moyens financiers, on a réussi, et aujourd'hui, depuis le 1er mars 2022, il y a 4 nouveaux occupants, 2 dans des logements sociaux, 2 dans des logements communaux. La différence pour nous entre un logement social et un logement communal, c'est qu'on veut donner accès à tout le monde en location à l'année, et les gens qui dépassent les plafonds de revenus ont un problème quand ils déposent un dossier devant un bailleur social. Donc dans ce cas-là, ils viennent nous voir, nous la commune, et on leur met à disposition des logements communaux, dont les loyers, par principe, sont un peu supérieurs aux loyers plafonnés des bailleurs sociaux, mais restent dans une proportion tout à fait raisonnable et permettent à des jeunes de s'installer. Et on a pu accueillir comme ça, sur ces 4 logements, 2 familles et 3 enfants supplémentaires à l'école. Deuxième exemple qui démontre pour moi l'urgence qu'on a à accélérer sur la mise à disposition de logements. On avait un logement communal, une salle pour les associations au rez-de-chaussée, une bibliothèque à côté et une petite salle dans les combles. Alors on a décidé de transformer toutes les combles en un T4 qu'on va mettre en location l'année fin 2022. On a bien évidemment, et vous le savez tous, observé une augmentation très significative lorsqu'on a fait des demandes de devis. Et pour réussir quand même à construire ce logement, on a fait intervenir nos employés communaux et un certain nombre de lots ont été réalisés par les employés communaux de manière à réduire le coût final du logement. Le logement, donc on le met à disposition fin de l'année 2022. Troisième exemple, juste pour vous montrer qu'il faut qu'on fasse preuve un petit peu d'imagination. Il y avait un bâtiment à Bréa dans lequel il y avait 2 logements à réhabiliter et puis il y avait un grand espace local commercial. La personne était intéressée à s'en débarrasser mais n'était pas pressée voulait préparer sa retraite et n'était pas pressée de toucher une somme conséquente. Et on a trouvé un accord par lequel on a racheté l'ensemble du bâtiment pour une somme très raisonnable vu qu'on a payé 100 000 €. Et on lui a reloué le local commercial pour lui permettre de continuer son activité. Et on est en train de réhabiliter 3 logements qui seront 3 logements communaux qu'on va mettre à disposition. Le reste de l'achat, on va le payer sur 15 ans, par 15 annuités. Et les 15 annuités vont être quasiment équilibrées par les loyers qu'on va toucher des 3 logements et du local commercial. Donc c'est des nouveaux systèmes qui nous permettent, malgré l'explosion des coûts de la construction, de construire un certain nombre de logements. Et pour nous, bien évidemment, c'est la commune qui restera propriétaire de ces logements pour être sûr qu'on en gardera toujours le contrôle. Et un autre point sur lequel je voulais juste attirer votre attention, on réalise qu'aujourd'hui, quel que soit le projet immobilier que vous vouliez lancer, ça prend énormément de temps. Entre les autorisations, les appels d'offres, la sélection des entreprises, et il faut souvent refaire 2 fois les choses parce qu'on n'obtient des fois même pas de proposition de prix. On considère qu'on est minimum à 3 ans. Donc là, je vous parle de projets qui viennent de se terminer ou qui vont se terminer, mais on a déjà lancé la phase suivante. Et la phase suivante, comme on n'a pas de foncier disponible, il faut aller chercher tout ce qui est possible, principalement en rénovation. Et on a identifié 8 projets. 8 projets sur Bréa qui permettraient d'avoir des logements. Il y en a 2 qui pourraient rentrer dans le cadre d'un OFS et permettre, parce qu'on a la même demande que tout le monde, on a une demande de famille pour devenir propriétaire. C'est très très difficile de répondre à leurs besoins, sauf si dans le PLU, vous mettez des OAP, des opérations d'aménagement prioritaire, où là vous pourrez avoir des réglementations spéciales pour permettre la construction de ce type de logement.
Et notre idée, des 8 projets qu'on a identifiés sur lesquels on peut travailler, on veut en sélectionner 2 et on veut travailler que sur 2 projets parce que les projets aujourd'hui d'immobilier, autant sur le plan financier que sur le plan temps et sur le plan investissement, ça demande énormément de ressources. Et donc on veut se concentrer sur 2 projets, ceux qui sont les plus à même d'arriver à bonne fin. Parce que on sait que ça va prendre 3 ans et que donc après les 8 logements qu'on est en train de terminer et de mettre à disposition, on va avoir un petit trou, probablement de 2 ans avant de pouvoir reproposer des nouveaux logements pour attirer, pour mettre en location. Autre petit point qui mérite réflexion, quand une commune essaye justement de mettre à disposition des logements, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour améliorer le logement de personnes qui sont déjà sur l'île ou est-ce que c'est pour attirer des nouvelles familles avec des jeunes enfants par exemple pour redynamiser l'économie et puis permettre le maintien des services principaux et notamment le maintien de l'école? Notre conclusion aujourd'hui, c'est l'objet de très nombreuses discussions. On n'est pas toujours d'accord là-dessus et on essaye de faire un 50-50. Quand on met à disposition des nouveaux logements, il y en a pour 50%, c'est pour permettre à des gens qui vivent déjà sur l'île d'améliorer leurs conditions d'habitat. Et pour 50%, c'est attirer des nouvelles personnes qui veulent venir et vivre à l'année sur l'île. Voilà. Merci Olivier. Merci beaucoup. Alors, juste une précision, je pense. J'étais moi à l'inauguration des logements et j'ai été frappé. Les 2 premiers logements, les 4 premiers logements ont pu être réalisés parce qu'une bréatine a donné son terrain. Et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable. Alors, on va pouvoir prendre des questions. J'avais promis au monsieur là-bas tout à l'heure que sa question... Eh ben alors voilà, gagné. Bonjour, Catherine Matelot, je suis de Belle-Île-en-Mer, agent immobilier, donc transactions et administration de biens. Je précise que dans notre administration de biens, le SADIC, nous ne faisons que de la location à l'année. J'exerce ce métier depuis 92 et je peux vous dire que j'ai vu l'évolution sur notre île qui, à l'heure actuelle, m'effraie énormément. J'ai à cœur de faire ce métier, pas comme on peut penser pour les agents immobiliers, à ne penser qu'à leurs honoraires, etc., comme les nouveaux qui viennent d'arriver sur le marché, qui font monter les prix, juste pour prendre des mandats. Je reviens donc sur notre dernière intervention, monsieur, sur l'élaboration du PLU. Je vous mets en garde puisque je suis confrontée régulièrement à ce genre de choses. Lorsque l'urbanisme était régi par le plan d'occupation du sol, ça allait encore. Sachez qu'à Belle-Île, comme d'autres îles certainement, il y a encore des familles natives comme moi qui avons des enfants qui veulent rester sur l'île et travailler, qui ont un travail et un diplôme en main pour faire quelque chose. Et dans certains villages, des zones dites UB, urbanisables, sont devenues des zones N, non constructibles. Et ceci entre 2 ou 3 habitations. C'est-à-dire qu'il y a eu des successions qui ont été faites, des enfants qui ont payé des frais de succession et qui se retrouvent maintenant. Il y en a un qui a eu par exemple un terrain, un autre la vieille grange de la grand-mère. La vieille grange de la grand-mère, l'autre peut la remonter et faire son habitation principale. Par contre, celui qui a hérité d'une parcelle de 300 à 500 mètres carrés ne peut pas ni construire ni même planter un champ de patates. Je trouve ça aberrant, donc ça fait partie des alertes sur le PLU. Vous parliez de les zones OAP. J'ai à l'heure actuelle des mandats pour une zone OAP sur une commune régie par le PLU sur Belle-Île. Sachez que nous avons 4 communes, il n'y en a que 2 qui ont bénéficié à l'heure actuelle du PLU et les 2 autres sont en RNU. Je travaille sur ce dossier depuis 2 ans, mais je suis freinée par l'administration puisque sur ces zones d'OAP, il existe 4 propriétaires et il n'y en a que 2 qui veulent vendre et les autres se bloquent pour des histoires de succession.
Entre-temps, les communes ne m'aident pas beaucoup puisque je suis un privé, alors que j'ai déjà acquéreurs comme vous et moi et non des promoteurs professionnels qui voudraient acquérir puisqu'ils ont conscience du problème de logement sur Belle-Île et à l'heure actuelle on est bloqué là-dessus pour revendre à un prix intéressant, donc à moins de 100 000 € la parcelle et avec le pourcentage pour le bailleur social qui est à côté de vous, qui comprend tout à fait ce que je dis. On se mord la queue, il y a une hypocrisie qui est faite et dans l'administration haute et également sur le marché et de transactions et locatives, parce que chacun regarde son nombril, chacun veut le plus dans sa poche. Je parle normalement, je ne sors pas les grandes tirades juridiques ni quoi que ce soit, mais je peux vous dire que je m'inquiète. Alors, ma question est la suivante. La régularisation des gens à accueillir sur l'île pour venir travailler, peut-être. Je pense qu'il faut commencer déjà dans les collèges, alerter les jeunes dans les collèges sur les prochains emplois à prévoir et dans l'environnement, etc., sur les îles. Et ensuite, donc, faire une campagne pour, j'espère, réguler cette manne financière pour beaucoup, pour la majorité. Je vous parle d'hypocrisie parce qu'elle est réelle. Et donc, de régulariser les allers-retours touristiques sur Belle-Île. Sur les autres îles, vous voyez avec vos élus de la région, mais je pense que les pubs nous font grand mal sur nos îles. Je ne devrais pas parler comme ça pour un agent immobilier, mais je suis née à Belle-Île et je suis à cœur de voir notre île évoluer et ne pas devenir un parc à touristes. Merci pour votre intervention. Alors, juste sur le PLU, je pense qu'on est parfaitement conscient des difficultés de révision d'un PLU. Alors, les PLU, c'est finalement quelque chose d'assez récent, hein, vu que la loi obligeait les PLU à être en place en 2017, celui de Bréa a été mis en place en 2019. Et en fait, on commence à voir toutes les problématiques que l'on peut avoir à résoudre liées au PLU, qui finalement est quelque chose de récent. Et c'est pour ça qu'on a lancé dès à présent une révision de manière notamment à régler des problèmes de petites zones naturelles au milieu d'une zone urbanisée ou ce genre de choses qui bloquent complètement les possibilités de construction, tout en, parce que Bréa est extrêmement protégé par différents mécanismes, tout en respectant la zéro artificialisation nette et en respectant l'environnement. Mais on est obligé de réadapter un certain nombre de choses pour permettre quand même des constructions. Merci. Alors, on va poursuivre les questions. Je vous écoute, Bonjour. monsieur. Donc Manu, je suis dans les lieux. Essayez de faire que ça soit clair dans ma tête parce que c'est beaucoup d'émotions. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a dit qu'on faisait rien. Et je crois qu'historiquement, sur les îles, les maires ont fait plus que les maires sûrement des communes du littoral parce qu'ils sont confrontés aux problèmes de logement. Il faut faire venir des médecins, il faut faire venir à des moments des administratifs que vous recevez. Donc il faut loger ces gens, il faut loger des nouveaux arrivants. Donc il y avait peut-être pas une vraie politique du logement, mais en tout cas il y avait plein de choses. Les maires ont fait des réserves foncières, ils ont fait du logement social, ils ont logé des saisonniers, ils sont occupés de leur population. Donc je pense que c'était à peu près cohérent. Après, vu que c'est de plus en plus difficile, ces trucs cohérents sont devenus actuellement des pansements, et seulement des pansements. Et comme l'a dit un des intervenants, on est en train de se faire déborder de partout, et ces pansements bientôt ne serviront plus à rien, ça ne sera rien du tout. Exemple, on a de la réserve foncière qu'on a acheté pas trop cher, donc on peut faire des logements, on en met quelques-uns pour les insulaires, on vend des terrains viabilisés à moins de 200 €, sauf
que c'est parce qu'on a acheté du foncier à pas très cher, sauf que vu comment ça se passe dans 10 ans, on va l'acheter cher, donc à un moment donné on va viabiliser à des prix très chers, donc le système il va s'arrêter. Le coût de la construction il est tel que faire du logement social à un moment donné ça va bloquer aussi. Donc nos pansements, bientôt ne sont même plus des pansements, je ne sais pas comment on pourra appeler ça, donc il faut tout réinventer. Et tout ce que viennent de dire les gens, le bail solidaire, tout ça c'est génial, ça marche, on a des coopératives, on va dire qu'il y a des nouveaux moyens, le bail solidaire qui sont de très bons moyens, qui sont intéressants surtout, c'est que le sol ne va plus devenir une propriété privée. Mais là aussi, ça pose des questions. Et je vais finir après par une question pour l'AIP. C'est que le bail réel solidaire, on va prendre une réserve, on va garder les terres, on va mettre nos insulaires. Mais à côté de ça, on va arriver à acheter quelques parcelles, on va faire notre bail réel solidaire. À côté de ça, vous allez avoir des gens qui vont arriver, qui vont continuer à mettre 1 million et qui vont continuer à jouer au Monopoly, à se payer leur petit coin de paradis. Et puis, finalement, nous, on sera obligés de jouer, de devenir propriétaires de notre terre alors qu'on habite sur les lieux, et ceux qui seront propriétaires, c'est ceux qui vont continuer à jouer. Donc se pose vraiment la question de se dire, ok, le sol il redevient public, mais pourquoi le sol de résidence secondaire ne redevient pas public aussi? Pourquoi eux, ils ne seraient pas commis? C'est-à-dire que sur les îles, à un moment donné, maintenant, chaque fois qu'il y a une terre, elle doit devenir publique. Et si un résident secondaire, si quelqu'un a envie de se payer un pied-à-terre chez nous, pas de souci. Je veux dire, on a toujours été des places d'accueil, mais comme nous, lui aussi va construire sa maison sur un terrain qui ne lui appartient pas, qui appartient à la collectivité. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et en fait, chaque fois qu'on fait un débat, chaque fois qu'on entend un député parler, il ne parle jamais de ça. C'est-à-dire qu'on est sur les pansements, on les améliore, on s'adapte pour faire durer le moment où tout va s'arrêter, mais sur le plus tard, on n'entend pas parler. Tout à l'heure, le géographe, je crois, a parlé d'un truc qui disait de tout temps, sur les îles, les espaces étaient restreints et donc les gens étaient économes. Super. Actuellement, sur les îles les plus grandes, on voit des gens qui achètent des 3000 m², qui font 300 m² de maison pour venir 15 jours par an. Oui. Ça, on continue. C'est-à-dire que on va trouver des solutions pour se restreindre dans des espaces restreints, on va devenir économe, on va faire des terres qui vont devenir publiques pour être vertueux et tout, et à côté de ça, les gens vont continuer à acheter 3000 m² et faire une maison de 300 m² pour venir 15 jours. Ça, on entend pas parler. Donc, pour l'AIP, vous avez parlé du bail réel solidaire, super, et je pense quand même que chaque maire actuellement travaille là-dessus. Et je pense qu'on a besoin de vous, non pas pour le bail réel solidaire, mais on a besoin de vous pour que vous nous aidiez à construire l'avenir, mais qui soit beaucoup plus ambitieux, que vous nous aidiez à aller voir l'État en lui disant, tout à l'heure, il y a un maire qui a dit les règles, elles sont bien, on va faire avec. Non, les règles, elles sont nulles. Non, elles sont... Les règles, il y aura des nouvelles, et il faut que vous nous aidiez. Les 17 000 personnes de cette île, il faut que vous nous emmeniez faire des choses, on va les convaincre, il faut qu'on invente des choses, il faut que vous alliez convaincre les législateurs que les règles doivent changer, elles ne sont plus adaptées. Nos pansements, ils vont nous faire du bien un petit peu de temps, ils nous arriveront. La solution, elle sera là. Deux points. Le bail réel solidaire, ça marche aussi pour de la réhabilitation et de l'ancien. Ça veut dire qu'il pourrait y en avoir partout sur les îles. Ça, c'est vraiment un outil. Alors, je ne vais pas détailler toutes les mesures qui ont été étudiées par l'ensemble des élus et sur lesquelles on a fait des propositions législatives. La seule qui a été retenue, c'est cette disposition générale de reconnaissance des îles. Mais derrière, il y a toute une série de mesures qui sont effectivement proposées. Alors, l'AIP ne s'arrête pas. L'ensemble des maires travaillent de son côté. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que cette reconnaissance des îles, pour nous, c'est juste le début. Et bien évidemment, on va continuer. Et le logement est la priorité des priorités. Dans le cadre du contrat de plan État-région sur la Bretagne, c'est l'axe prioritaire. Ce n'était pas le cas en 2014. On se posait la question encore en 2014, est-ce que c'est le logement ou l'économie? Les deux étaient sur le même plan. Aujourd'hui, c'est très clair. La priorité des priorités, c'est le logement à l'année.
on va devoir vous quitter. Oui, le bail réel solidaire, ça peut être de la réhabilitation, mais aucune mairie ne va pouvoir acheter un bien à 1 million d'euros pour mettre du bail réel solidaire dedans. Il faut quand même être un peu conscient de ça. Hein. On peut dire que effectivement c'est faisable, mais il faut quand même qu'on soit conscient qu'on est quand même très limité dans ce qu'on peut faire avec ce genre de montage aujourd'hui. Juste, si vous me permettez, pour réagir, parce que nous aussi, il va falloir que nous allions, que nous recevions la suite de la journée. Les préoccupations que notre collègue de l'Île-Dieu vient de partager, elles sont nôtres. Hein. Ici, moi, à ce moment-là, j'avais encore des cheveux, ils se hérissaient sur ma tête lorsque le premier donc, lotissement où on a pu installer et fixer la population était appelé la réserve. Donc les arguments que vous avancez, sachez que elles sont aussi dans les tripes de la plupart d'entre nous, et que la volonté de mettre des pansements sur des plaies béantes, ça ne peut pas être la finalité, on est bien d'accord. Mais on ne va pas le faire avec un coup de baguette magique. Sachez quand même que vos élus, ceux que vous avez aussi réélus donc, en 2020, ils ont tous cette volonté et de faire en sorte que cette possibilité de logement soit réelle. Alors, pour construire, on va co-construire. C'est-à-dire que quelque part, les idées qui sont émises par les uns et par les autres, elles doivent s'agglomérer pour avoir une stratégie. Et effectivement, la loi, c'est moi qui ai dit ça tout à l'heure, la loi, elle a pour vocation de protéger. Et grâce au ciel, elle existe. Hein. La loi du littoral, il n'y a aucun d'entre nous qui la remette en cause. Ce que l'on remet en cause, c'est l'application systématique donc, sur tout le territoire des lois. Que maintenant, nous puissions obtenir des réglementations et des lois, des amendements qui nous soient favorables, nous sommes preneurs. Cet amendement 3DS, si vous saviez l'énergie que nous avons dépensée, c'est le fruit d'une interpellation permanente. Les questions que vous posez, à savoir donc la possibilité de ne pas être enfermé dans réserve, c'est notre volonté à nous aussi. Et pour ce faire, eh bien, on va se battre et on va trouver, je l'espère, suffisamment d'interlocuteurs pour. Hein, mais sachez que quand on a obtenu l'amendement donc sur la loi 3DS, il y a plein de députés de la France entière qui auraient bien voulu faire avancer une différenciation qui est intimement liée à leur ADN. Hein. Donc la chance que nous avons, c'est ça, c'est de se retrouver comme ça tous les ans et pas entre élus, mais donc dans la manifestation de l'existence de la population. Vous disiez tout à l'heure 16 000 habitants répartis sur tant de territoires différents. Effectivement, on ne pèse pas grand-chose, mais la volonté exprimée, ce que nous manifestons en étant là, de dire, eh bien, ces gens-là, ils sont capables et ils ont la volonté de construire leur avenir sur leur territoire. Ben, c'est tout ça qui nous permet à nous aussi de trouver de l'énergie pour continuer. Et si on estime qu'il n'y a pas une solution, mais il faut que l'on soit capable en même temps d'en trouver certaines qui vont s'agglomérer. Mais surtout, me semble-t-il, ne nous opposons pas, nous sommes foncièrement d'accord. Nous connaissons le sujet et nous n'avons besoin que de soutien. Merci. Du collectif On parle de toi. J'avais juste une question très technique par rapport à l'OFS. Je voulais savoir si c'était un organisme départemental, s'il y en avait dans tous les départements. Il me semble qu'il n'y en a pas dans le Finistère. Je voulais juste être sûre que... je voulais juste savoir justement un petit peu comment ça se passait comme ça. Et puis, je voulais aussi dire que c'est ça, les collectifs qui ont été créés. C'est parce qu'on a été témoins de familles en stress avec ça crée énormément d'émotions finalement, ce stress de l'habitat, d'avoir un toit au-dessus de sa tête.
et parce qu'on est face à des solutions d'urgence, et que finalement, là, on parle de beaucoup de solutions sur le long terme qui sont essentielles à mon avis, mais il faut aussi des solutions d'urgence pour des familles qui sont acculées à quelques semaines à pouvoir sortir de leur logement et à ne pas avoir de solution. Donc c'est ça, je suis contente de voir qu'il y a les îles de la Madeleine qui sont présentes, parce que je sais qu'ils sont là. J'espère qu'on les entendra parce qu'ils ont réussi à mettre en place des solutions d'urgence pour faire un pansement de plus, qui limite un petit peu l'hémorragie. Sur la question du foncier, effectivement, on peut reparler de l'OFS. L'organisme foncier solidaire, il peut être créé à une échelle territoriale qui peut être communale, intercommunale, départementale, régionale. Il peut être aussi associé à un bailleur ou à un opérateur. En l'occurrence, Bretagne Sud Habitat a sollicité auprès de l'État l'autorisation de créer un office foncier solidaire. Donc aujourd'hui, un bailleur social peut intervenir sur n'importe quel territoire pour proposer avec son office cette solution d'achat de foncier, de réalisation de construction en BRS. Donc aujourd'hui, sur l'agglo de Vannes, puisqu'on est ici sur GMVA, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, l'agglomération a créé au travers d'un GIP un OFS intercommunal. Il est existant et donc il peut être mobilisé sur une opération ici. L'agglo de Lorient se pose aujourd'hui la question de savoir comment créer son propre office. Et ACTA, je sais que Auray est aussi en réflexion. Donc ça renvoie aux autres îles. Après, sur la question du foncier, il y a la création de l'outil, c'est une structure juridique, c'est un véhicule, et puis il y a la question des moyens. Pour pouvoir acheter du foncier, il faut avoir les ressources nécessaires. Donc, on parlait du viager. Encore une fois, aujourd'hui, la première ressource, elle vient des collectivités locales. C'est pour ça que je suis désolé d'être un peu insistant là-dessus, mais encore une fois, il ne s'est pas rien fait. Que ce soit GMVA, ACTA, Lorient Habitat, le département, la région, énormément de flux financiers publics vont vers l'habitat. Le département du Morbihan, c'est 9 millions d'euros par an. Les PLH dont on parle sur Lorient, sur Vannes ou sur ACTA, c'est à peu près 30 millions d'euros sur 6 ans pour aller chercher du foncier. Et les élus sont en train aujourd'hui, parce que ça a été rappelé à l'instant par Denis et par Philippe, de faire du logement une espèce de cause départementale première. Ils sont en train d'essayer de trouver quels sont les leviers fiscaux qui permettent d'augmenter encore la capacité financière en termes d'acquisition de foncier. L'établissement public foncier régional est en train de se reposer la question de savoir comment intervenir sur le territoire pour faire face, encore une fois, à une situation qui est juste incroyable en fait. Il y a 4 ans, si vous vous positionnez il y a 4 ans avant le Covid, vous aviez sur les îles cette même acuité, elle n'était pas présente de la même façon ailleurs. Et là, c'est encore une fois une thématique qui concerne tout le territoire. Il y a plus, les questions se posent dans les mêmes termes sur la zone littorale que sur la zone urbaine, que sur le rétro-littoral, que sur le rural aujourd'hui. Il faut l'avoir en tête. Après, je me permets juste, parce que j'ai le micro à la main, de dire que les solutions qui sont mises en place, et notamment le logement social, ne sont pas des pansements. Je me permets juste de le dire. Aujourd'hui, on loge énormément de personnes dans le logement social. Le logement social est une plateforme pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour les salariés, pour les gens qui sont allocataires des différentes ressources en France, et elle est essentielle. Notre travail à nous, c'est de faire en sorte de les aider, pour ceux qui le souhaitent, à en sortir. Et c'est là que l'accession sociale à la propriété devient très importante, d'où la nécessité de parler d'OFS, parce que la marche entre le locatif social, le locatif privé et l'accession à la propriété, c'est celle qu'on retrouve sur les panneaux qui sont derrière. Et notre travail à nous, c'est de créer des réponses sur chacun de ces points. Donc non, la seule et unique réponse n'est pas le logement locatif social. Il faut qu'on travaille sur la totalité des éléments qui ont été évoqués aujourd'hui et qu'on pourrait compléter, parce qu'il y a énormément de solutions qu'on n'a pas évoquées qui existent aussi. Et je finis encore une fois là-dessus. La principale problématique va être le foncier. Les réserves foncières sont quasi inexistantes aujourd'hui sur les îles. La deuxième question, c'est les capacités qu'on va avoir à utiliser le bâti existant pour augmenter les capacités d'accueil. Et donc là, ça renvoie à des déconstructions. Sur les îles, c'est très compliqué. Je pense que sur Bréa, c'est compliqué sur l'île aux Moines. Avec, encore une fois, des densités, donc une augmentation des hauteurs. Et là, ça va être un sujet très complexe, d'où la nécessité d'aller travailler dans le bâti existant. Et si vous prenez aujourd'hui Groix ou Belle-Île, on peut parler de Palais, les hôpitaux sont les anciens hôpitaux sont rachetés, sont réhabilités pour faire du logement. Ça va être le cas des EHPAD, ça va être le cas d'un certain nombre de bâtiments. La question derrière, c'est comment on arrive à l'intérieur de ces opérations-là à prévoir une offre adaptée aux besoins et aux moyens de chacun. Et c'est ça l'enjeu de la discussion qu'il faut qu'on ait encore une
fait ensemble. Après, sur le reste et sur l'évolution législative, ça c'est un domaine qui est à traiter avec vos élus. Je m'appelle Victor Dassilva, je suis conseiller municipal sur le droit. Je voulais intervenir parce que j'ai une question à travers l'AIP, alors le responsable pense qu'il est parti. C'est dommage qu'au niveau de l'AIP, je souhaiterais vraiment, et là c'est une question, rendre, peut-être pas le mot obligatoire, mais rendre ça de manière urgente, parce que le sujet de l'habitat est quelque chose de primordial, demander à toutes les îles ici présentes, toutes les îles de l'AIP, de créer un groupe de travail, de réflexion. Souvent aujourd'hui, donc je vous remercie aujourd'hui de soulever la question, mais ce serait bien aussi qu'il n'y ait pas que des politiques qui mènent ce débat, c'est aussi donner la parole aux insulaires. Des groupes de travail qui permettraient de remonter et après prendre des décisions, des réflexions, etc. Donc déjà, à ce niveau-là. Ensuite aussi, pour être élu municipal, je le vis. Donc je suis de droit, j'ai un projet de le dire tout à l'heure, sa réflexion, c'est qu'aussi, en effet, il a été dit, les municipalités aussi ont des droits, et ils doivent vraiment les utiliser. La préemption, s'il est nécessaire, il faut le faire. Elle ne se fait pas assez. Quand on a en effet un bâtiment d'une ampleur importante où il y a des possibilités de faire quelque chose, le logement c'est un sujet très vaste. C'est aussi les saisonniers, c'est aussi par manque de main-d'œuvre sur les îles, partout. On a aussi cette problématique, on est obligé de faire venir de la main-d'œuvre du continent. Il faut aussi pouvoir les loger aussi. Donc, une île ne vit pas s'il n'y a pas d'activité économique. Donc, il ne faut pas l'obliger aussi. Le logement, c'est vaste. Donc, quand vraiment, en effet, le problème qu'on va se heurter, c'est le prix de l'immobilier. Quand il y a un bon bâtiment qui permet de faire des choses, la municipalité va se heurter au prix de l'immobilier, va se heurter aussi aux réglementations thermiques, qui des fois, très honnêtement, je suis dans le bâtiment, très honnêtement, sont aussi des usines à gaz, parce que ce sont des surcoûts. Souvent, les municipalités touchent des subventions dans les îles, entre autres. Donc, elles ont plus d'intérêt, des fois, à démolir que plutôt d'aménager pour toucher les subventions. Donc là-dessus aussi, il faut accompagner, et au plus haut politique, accompagner à ce qu'en fait, on puisse maintenir l'habitat existant. Il y en a beaucoup de bâtiments qui sont fermés. On peut aussi les restaurer, les rénover. Donc, pour permettre d'avoir des projets. Donc, d'une part. Et une autre question, et là, ça me blesse énormément, quand on voit par exemple des bâtiments qui sont déjà dans le domaine public et qui finalement, les municipalités, ça c'est fait à droit, les municipalités vendent à des résidences secondaires. Ça devrait être interdit, ça devrait être en priorité aux gens insulaires. Et autre chose, la même chose, il y a des terrains on a parlé d'accessibilité donc à des gens qui veulent en effet avoir la possibilité des insulaires de pouvoir construire. C'est très bien, ça se fait à moi, c'est une très bonne chose. Mais il y a déjà eu ce projet-là. Et aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de prétendants, ces terrains ont été vendus aussi à des résidences secondaires. Je suis dans le bâtiment et ces gens-là, je les ai même rencontrés. Comment se fait-il? C'est grave, ça devrait être interdit. Clément de l'Île-Dieu, enfant de l'Île-Dieu, je fais partie, membre actif du collectif Les Enfants de Tempête. Il y a un truc qui me choque à chaque fois, déjà, c'est qu'on est une population quand même assez âgée. On est dans l'achèvement d'un vieux système qui se poursuit. Et voilà, le Covid nous a fait monter dans une indécence folle. J'ai l'impression que le monde d'après est encore plus dégueulasse que le monde d'avant. En tout cas, il va finir très très vite ce qu'il avait commencé. Et on ne parle absolument jamais. Là, c'est quoi le thème du Festival des Insulaires? C'est les enfants. C'est les enfants. Alors moi, je serais technicien, je parlerais de projection. Je suis un homme de mots, je vais parler d'espoir, parce que ça me fout en l'air. On est en train de faire grandir des enfants dans un monde où on va plus pouvoir boire, on va plus pouvoir respirer, on va plus pouvoir habiter où on veut. Le foncier est en train de redessiner la carte des territoires où les riches habiteront et les pauvres habiteront. Il y a un moment, à quel moment on file de l'espoir aux gens? Et ça, c'est vous, c'est les édiles, c'est nous tous. À quel moment on se dit, on change ces vieux prismes de société qui sont vieux, passifs, caducs, et on va vers du demain, parce que du demain, on en a tous foutu besoin. C'est un truc de fou dans lequel on se projette absolument pas dans une vision à long terme, on continue de finir, d'achever les vieux trucs dans lesquels vous avez tous vécu, moi un peu, et mon gamin, eh ben, il sera exclu de ça. Et ça me fait chier, je trouve ça révoltant. Je voudrais qu'on parle un peu d'espoir, et qu'on en file. Et ça, c'est de l'invention. Et l'invention, nous, on est là pour alerter. L'invention, c'est pas notre boulot. Hein.
promotion, c'est le boulot de ceux qui sont censés travailler pour faire des lois, et il est grand temps. Et ma question, c'est à quel point les gens qui représentent les îles sont prêts à aller foutre le bordel, même dans l'illégalité, parce qu'il faudra aller dans l'illégalité pour se faire entendre, sinon c'est encore le vieux monde qui va nous bouffer. À quel point les maires des îles qui sont censés aimer et défendre leur territoire, comme j'aime l'île comme mon propre maire, à quel point sont-ils prêts à aller? Merci. Deux petits points en réponse. Sur les 4 logements dont j'ai parlé précédemment, on a mis un jeune de 22 ans qui veut fonder une famille sur Bréa. Et pour nous, ça fait partie de la réponse. On va pas mettre des gens de 50 ans dans des logements qu'on met en location l'année. Aujourd'hui, on cherche des jeunes qui veulent fonder des familles ou des familles avec des jeunes enfants qui vont à l'école. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse sur jusqu'où les maires peuvent aller pour éventuellement dans l'illégalité pour faire avancer des nouvelles lois. On a à répondre à la question, quand on va chercher des subventions, on se retrouve en face des mêmes personnes qui pourraient réagir à des mouvements dans l'illégalité. Donc c'est pas une réponse, je peux vous dire, c'est pas une réponse facile à vous donner. Alors je sais pas, mais ce que je vais vous répondre là-dessus, et je vais répondre aussi à la personne qui est intervenue avant, sur le fait de créer un groupe de travail pour travailler sur comment réagir. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu une réunion de travail avec les îles de la Madeleine hier, et j'espère que Maïka va nous en parler tout à l'heure. Le problème de la reconnaissance de la spécificité des îles, ça a été fait aux îles de la Madeleine il y a 5 ou 6 ans 2016. Et en fait, les vrais décrets qui ont permis aux îles de la Madeleine d'avoir des actions réelles sur un certain nombre de points liés au logement, c'est 4 ans plus tard. D'accord ? On veut travailler spécifiquement avec eux, ils sont largement en avance sur nous. Nous, on vient d'avoir dans la loi une reconnaissance de la spécificité et on ne veut pas que ça prenne 4 ans pour que ça se transforme en décret d'application. Et on va s'appuyer sur le travail qu'ils ont fait aux îles de la Madeleine, on en a parlé hier, pour avancer plus vite là-dessus. Mais il faut être conscient que ce genre de choses, passer d'une loi où il y a juste 2 lignes qui reconnaissent la spécificité à une loi qui, par exemple, dirait que justement le prix d'une résidence secondaire est plafonné ou bien on la surtaxe, etc. Ce qui se fait en Corse. En combien de temps on va rentrer ça dans la loi concernant les îles du Ponant? On veut aller vite, mais ça prend du temps et on va s'appuyer sur des expériences réussies qui ont été faites à l'étranger. Effectivement, le problème qu'on a, c'est qu'on vit dans un univers de règles qui finissent par être antagonistes les unes avec les autres et qu'on finit par plus avoir suffisamment d'espace pour justement des projets qui impliquent la confiance. Et c'est peut-être ça que les îles de la Madeleine vont nous apporter, c'est que parfois on arrive dans la législation à créer des espaces à l'intérieur desquels les gens peuvent se faire confiance. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a beaucoup de sujets portés par des élus qui, quand ils décident effectivement de faire confiance, de s'installer dans des relations de confiance avec des partenaires qui peuvent être des bailleurs sociaux, permettent de déboucher sur des choses qui sont là pour le coup très belles. On aurait pu parler du projet de l'île de Groix avec cette question de MAM, on aurait pu parler d'énormément d'autres projets qui portent sur certaines parties de notre communauté, les personnes seniors, les personnes handicapées. On a énormément d'exemples qui montrent que s'il y a des choses qui sont possibles et qui permettent d'aller au-delà de ce que le cadre légal nous impose. Merci. Mais j'ai très peur, j'entends là des tas de procédés qui sont à l'œuvre et qui me semblent extrêmement vertueux. Voilà, si vous pouvez faire très oui, et je suis bien placée pour savoir que les municipalités essaient de faire des choses. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que j'ai l'impression que vous risquez tous, et on risque tous, d'être pris de vitesse. Parce que actuellement, les collectivités sont face à des acteurs qui n'ont rien de social, qui sont juste des spéculateurs.
et qui, aujourd'hui, achètent la terre sur les îles. Il y a une véritable OPA sur les îles et sur le littoral. Et je crois que la bataille à mener, elle est vraiment effectivement politique pour obtenir des changements législatifs. Pourquoi aujourd'hui un privé peut-il acheter de grandes surfaces sur une île? Peut-il acheter 3 000, 4 000, 7 000 mètres carrés de terrain? Aujourd'hui, tout le monde veut une petite maison et les îlets, les Iliens, achètent de petites parcelles. Eh bien, pourquoi ces gens-là, on les laisse parce qu'ils ont une force de frappe extraordinaire financièrement, on les laisse acheter la terre? Peut-être que le problème, il faut aussi prendre de ce côté-là en limitant l'accession à la terre. Excusez-moi, je tremble comme une feuille parce que je suis une mamie. Moi, j'ai une belle maison à Dieu, hein, tout va bien pour moi. Mais j'ai des petits-enfants. Je vous remercie. Je vous remercie pour toutes vos interventions. On a hélas un timing à respecter puisqu'il y a d'autres choses de prévues aujourd'hui dans le cadre du Festival des Insulaires. Donc on va passer à la conclusion. Il y avait la personne de Watt qui a posé une question, lui a promis qu'il aurait le droit de la poser. Je pense que c'est quand même important. J'ai essayé ce que j'ai pu. Hein. Ouais, j'en ai pour une seconde. C'était juste. Avec le micro dans ces cas-là, s'il vous plaît, très rapidement. Est-ce que ça serait pas intéressant de limiter ou de suspendre tous les permis de construire le temps de s'organiser, de faire une pause pendant un an, 2 ans, merci beaucoup. 3 ans? Donc je n'ai pas la capacité pour répondre à cette question. Je ne sais pas qui l'a, mais en tout cas la question se pose. Je vous remercie de l'avoir posée. On va, parce que j'aimerais bien vraiment leur laisser du temps, laisser à nos 2 témoins. Maïka Thibaudot, vous êtes directrice de recherche sur la vie insulaire aux îles de la Madeleine. Bonjour. Vous représentez les îles de la Madeleine qui prennent de plein fouet un cyclone. Et donc le maire a dû repartir très vite. On est vraiment en tout cœur avec vous. Qu'est-ce que vous retenez déjà de tout ce que vous avez entendu? Ou alors si vous voulez commencer par nous parler de ce qui se passe. Vous avez temps, donc il faut choisir. Je vais essayer de pas... Si j'en parle trop, c'est sûr que je vais pleurer. On est 3 moments un peu insécures. Oui, les îles sont balayées de plein fouet d'un cyclone tropical qui remonte en ce moment. Donc, aujourd'hui, ça se peut que vous nous voyez un peu sur nos téléphones. Sachez qu'on veut connecter avec vous. Venez nous saluer, on est encore là, mais si on est un peu bizarre, c'est qu'il se passe quelque chose chez nous et on est inquiet. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai entendu, non pas dans le détail, mais dans la reconnaissance des similitudes. Aux îles, c'est la même chose. On pourrait compléter les phrases. Des paysages magnifiques, un accueil, une culture insulaire, des produits de la mer, bref, tout le monde aimerait y habiter, que ce soit leur vie, leur nouvelle vie. Ça donne envie d'y rester et comme vous, probablement avec la pandémie, les gens se sont tannés des grands centres, voulaient occuper les îles, voulaient leur parcelle, leur petit coin de paradis. L'équilibre s'est brisé aussi chez nous récemment. Vous avez plus d'histoires et on aurait dû s'y intéresser avant parce que depuis les 2 dernières années, des centaines de maisons vendues, des proportions de résidences secondaires qui augmentent, des entreprises inquiètes qui n'arrivent pas à loger les employés, une population vieillissante, les familles, les enfants dont on a besoin pour avoir des écoles, pour qu'il y ait une vie sur les îles. On a des familles qui doivent quitter, donc des gens qui ont déjà occupé les îles et qui, l'été, partaient avec leur marmaille pour aller camper, alors que c'est des résidents à l'année. Donc, l'accès au logement, ça touche tellement de choses et dans la vie, ce qu'on a de plus précieux, nos jeunes, c'est d'ailleurs le sujet des kiosques et je trouve que vos jeunes sont magnifiques. On veut leur donner une place dans les îles dans l'avenir. Donc, on n'a pas de solution parfaite, mais on a parlé d'un décret sur l'insularité qui offre une reconnaissance, qui offre des outils pour financer des projets. Encore faut-il se structurer, identifier quels sont les projets et quels sont les enjeux majeurs sur les îles. Donc, de voir ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est beau en soi, de se questionner, de remettre en question, de dire ce qui va pas. J'ai encore 2 minutes? J'ai entendu plein de choses inspirantes aujourd'hui.
Il y a un des éléments qui est important, c'est le droit de prendre la parole, de ne pas seulement subir, en effet. Parfois de revendiquer, mais aussi de travailler avec les élus, avec les communautés. Il y a plein de choses intéressantes dans le recyclage solidaire, les bails réels et solidaires. J'aimerais voir comment ça peut s'appliquer chez nous. Des taxations, des réglementations, mais comme Monsieur Brigand tout à l'heure a dit, ça prend à la fois des mesures, je crois, préventives, incitatives et coercitives. Surtout un plan long terme. Avoir les pancartes des îles ici, vous écrivez une histoire que vous n'acceptez pas encore et c'est bien de refuser que ça reste une tangente de perdre le contrôle sur la vitalité des communautés. Nous aussi, on veut des îles vivantes à long terme, des enfants, des familles, des entrepreneurs, des visiteurs saisonniers, car oui, ils font partie aussi de la vie insulaire et nous aussi, on en tire quand même du tourisme. Il y a un risque des fois de polariser et du refus de l'autre. Là n'est peut-être pas la solution, mais en même temps, le logement, c'est une condition vitale des communautés. Il y a des ponts à faire. On veut des personnes vieillissantes en santé, en sécurité. On veut une économie, une culture, une mixité fondamentale. Bon, pour faire tout ça, c'est pas si simple. Mais on se penche sur la question aux îles aussi. On était ici accueillis. Les îles sont magnifiques, mais ce qui est d'une vraie beauté, ce sont les Iliens. On voit des êtres conscients, résilients, impliqués, qui connaissent leur territoire, qui sont tout à fait capables de se réapproprier et d'innover vers un objectif commun qui est d'avoir des îles vivantes. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Michael Lavenne, qui est le directeur de la faculté de droit de Brest. Merci. D'abord, je suis très impressionné et très heureux d'intervenir ici. Alors, c'est vrai, je suis juriste, je suis chercheur en droit, et puis je suis très sensible à la question des îles parce que j'aime énormément Ouessant et j'ai la chance d'y habiter à temps partiel. Pardon ? Enfin bon. Moi, je me suis bien demandé au départ quel angle j'allais prendre justement pour faire la synthèse. Et tout au long des 2 heures, il y a eu, le droit a été quand même omniprésent. On voit que ça tourne autour du droit des îles, de celui qui existe, de celui qu'il faudrait faire ou pas, selon quels objectifs. Alors, moi, ma conclusion, ce serait un peu d'essayer de faire un peu ce que Louis a fait au départ, c'est-à-dire d'objectiver la donnée du point de vue du droit. Parce que parfois, d'aplanir, d'objectiver, ça permet de rationaliser les solutions. Et la grande question qui a été posée, j'ai le sentiment, durant les 2 heures, c'est tout simplement comment soustraire le logement insulaire aux lois du marché. C'est un peu ça la question structurante, je pense, des 2 heures. Et tout le monde y a un peu répondu de plusieurs manières. Et il y a 3 points, à mon avis. D'abord, c'est les terrains juridiques qui sont exploités pour y arriver. Le premier, c'est l'appropriation publique. C'est-à-dire comment est-ce que les collectivités publiques peuvent soustraire la propriété et l'incorporer dans leur domaine et ensuite les utiliser selon des objectifs supérieurs au profit. Ensuite, il y a la question beaucoup plus difficile de la régulation de la propriété privée, et même de la réglementation. Alors il y a la question, est-ce qu'il faut interdire, pas interdire. Bon, la propriété privée en droit, et en particulier en droit français, c'est sacré et pas sacré, parce que le droit de l'urbanisme, c'est une limitation du droit de la propriété privée. Donc il est tout à fait possible, au nom de considération d'intérêt général, de limiter, d'argumenter la limitation du droit de propriété, même sur le terrain des prix. Et d'ailleurs, il existe actuellement des lois de blocage des prix en matière d'énergie. Donc le blocage des prix n'est pas non plus un totem. Et ça amène il y a ces 2 terrains juridiques, l'appropriation publique et la réglementation de la propriété privée, de ce que peut faire, de ce qui est possible de se saisir. Alors j'ai été très frappé de la question, est-ce qu'il faut créer du droit ou est-ce que le droit existant est déjà suffisant? Et je dois dire que, en fait, le droit, c'est des textes, mais c'est surtout la manière dont on les utilise. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on écrit une nouvelle loi que d'un seul coup ça va résoudre quelque chose. D'ailleurs, souvent, pour faire changer le droit, il faut utiliser celui qui existe. Et en matière municipale, il y a une très vieille loi de 1884 qui dit « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». On peut faire à peu près tout, en fait, avec cette... Et d'ailleurs, pendant ces 20 ans, on a fait beaucoup de choses.
Et je pense que c'est important de se réapproprier, en tout cas de s'approprier les outils juridiques. En tout cas, moi qui suis témoin un peu extérieur, je me dis que ce serait intéressant de voir les potentialités du droit existant en termes d'affaires communales, en termes de fiscalité. Je pense qu'il y a aussi des pistes. Et puis, effectivement, il y a cette loi 3DS qui, je pense, est vraiment une ressource très puissante, puisque tout est à inventer dans cette loi 3DS. Et là, je pense qu'effectivement, les juristes ont à contribuer pour mettre en forme juridique les volontés politiques des Iliens. Je pense aussi, et c'est le troisième point, en tout cas c'est ce qui m'a évoqué, c'est qu'on sentait qu'il y avait dans le débat une polarité entre d'un côté, voilà, le maire de l'île aux Moines nous disait on est tous d'accord, on est ensemble, et en même temps on voit bien qu'il y a des conflictualités. Et je pense que le droit, c'est le troisième point, peu importe ce qu'on en fait, il ne peut pas se faire contre, ou en tout cas sans ceux à qui il va s'appliquer. Ça c'est une constante, c'est-à-dire qu'on peut écrire tous les textes qu'on veut, ce qui fait leur réalité, c'est leur acceptation globale, ou en tout cas une forme de consensus à leur sujet. Et c'est pour ça que j'ai été très sensible à l'un des dessins de Nono qui a dit « Faisons vivre la démocratie ». Et je suis persuadé que... Pardon ? Je pense... Ouais. Et je pense que le fait de participer à ce genre de réunion, le fait de faire ce travail scientifique de recension des actions, en fait, ça ne peut que participer à la diffusion, et même auprès des secondaires, parce que si j'avais quand même... finalement, le grand absent, j'ai le sentiment, c'est le méchant résident secondaire. Et j'avoue, je trouve que ça serait intéressant quand même d'affiner là-dessus, parce que ils sont là. Ils sont là. Et donc, je m'interroge comment on fait vivre une démocratie pour que justement il y ait à la fois une soustraction aux lois du marché et une communauté ilienne. Mais je pense qu'effectivement le fait de faire vivre la démocratie comme le fait le Festival des Insulaires est sans doute l'une des meilleures manières de trouver les nouvelles manières de faire vivre les îles. Merci, je vous remercie tous d'avoir pu venir ce matin participer. Je remercie les participants pour leurs interventions. Je remercie le Festival des Insulaires pour l'organisation de ce débat très intéressant. Je suis désolé, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais le Festival des Insulaires continue. Je vous souhaite un très très bon festival. Merci à tous. Kenavodar, Denis Davinia.